Voilà, bonsoir, bonsoir, j'espère que tout le monde va bien. Et puis merci de vous être connectés. J'espère que vous êtes bien installés, que vous nous entendez, que vous nous voyez clairement. Voilà. Alors ce soir, on se retrouve pour un meet-up sur SQL. Donc comme vous le savez ou vous ne le savez pas, on fait chez Capfinov régulièrement des meet-up internes, mais qui sont ouverts effectivement à tout le monde dans le groupe et parfois même à des clients. Voilà, et puis le thème de ce soir, c'est le SQL. Alors pourquoi est-ce qu'on a choisi ce thème ce soir? Tout simplement parce qu'effectivement, chez Capfinov, on est amené à faire du développement et puis du product ownership. Et donc, on a évidemment bien souvent des sujets SQL. Et au fur et à mesure d'un certain nombre de discussions, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait pas mal de choses qui étaient possibles de faire en SQL. Et qui n'étaient peut-être pas connues de tout le monde. Donc, on avait envie de vous donner un insight un petit peu sur des choses qu'on peut faire un petit peu, des trucs et des astuces et des choses un petit peu plus avancées qu'on peut faire en SQL que les simples requêtes de base. Voilà. Donc ce soir, le parti pris, c'est de se dire qu'en fait, vous connaissez déjà SQL, vous en avez déjà entendu parler, et puis on va essayer de vous montrer un petit peu d'autres choses qu'on peut faire. Alors, du coup, sur le programme, en fait, hein, c'est une petite introduction de ce que je vais faire. Ensuite, vous montrer un certain nombre de choses sur le SQL plus avancées en termes de, par exemple, un petit rappel sur les opérateurs et les fonctions, quelques petites choses sur les unions, une nested query notamment et les requêtes corrélées, donc on verra. Le with et le over partition by que vous connaissez peut-être, mais ou pas, et c'est l'occasion de revoir ça. Après, on prendra un petit temps pour regarder tout ce qui est performance, en fait. Hein, qu'est-ce que ça veut dire avoir une table en base de données? Les index qui sont souvent un sujet, et puis le partitionnement et comment on peut faire pour optimiser un certain nombre de requêtes, ou en tout cas regarder, parce que bon, c'est un art en soi, donc on ne va pas aller non plus trop loin, mais au moins on va regarder un petit peu ce que ça veut dire. Une approche sur des opérations bulk, c'est-à-dire on peut grouper des opérations qui permettent de faire un certain nombre de choses gagner en performance. Et puis quelques conclusions, et puis après on se laissera un temps pour les questions. Voilà. N'hésitez pas, en fait, si vous avez des questions, à les poser dans la chatroom de la conf, et puis on se fera un plaisir d'essayer enfin, je me ferai un plaisir d'essayer d'y répondre. Voilà. Alors, un peu d'histoire, juste plus pour le fun. Les premières bases de données, elles datent des années 60. Donc, vous voyez, c'est pas un sujet qui est nouveau. Oracle ou DB2 de chez IBM, qui sont deux bases de données assez connues et plutôt anciennes maintenant, sont des choses qui sont apparues dans fin des années 70, début des années 80. Et d'ailleurs, on parle de bases de données, mais vous le savez, il y a d'autres types de bases de données, des bases NoSQL et des bases orientées objets. Les bases orientées objets, c'est quelque chose qui date aussi des années 80. On avait déjà des langages comme le C++, par exemple. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, SQL, ça veut dire un Structured Query Language. Donc, en fait, c'est un langage de requêtage structuré. Ça a été mis en place, le début du SQL, ça date des années 74-75. Voilà. Et aujourd'hui, on est encore sur le standard. Alors, à prendre avec des pincettes, le standard, hein, parce que c'est ANSI SQL 92. Le 92, c'est pour l'année. Donc, il y a eu des améliorations depuis, mais le gros est là. Et toutes les bases de données n'implémentent pas forcément l'ensemble des standards du SQL. Et puis, bien souvent, pour aller plus loin, elles proposent aussi un certain nombre de fonctionnalités avancées. Et donc, on va se retrouver avec quelque chose que vous avez peut-être déjà vécu, qui est que on a beaucoup de spécificités en fonction des types de bases de données. Voilà. Et donc, vraiment, l'idée ce soir, c'est de vous donner un aperçu un peu de ce qu'on peut faire en plus que vraiment juste des requêtes de base. Et les démos ou les syntaxes que je vais vous présenter, elles sont faites avec PostgreSQL. Mais il faut savoir que c'est valable sur à peu près la plupart des bases de données du marché. Hein. On est sur des choses assez standards. Un petit rappel, quand même si on a dit qu'on ne faisait pas, j'ai dit qu'on ne faisait pas de SQL ce soir, une requête, hein, vous le savez, et ça c'est un petit peu important pour la suite, on est sur une structure qui est la suivante. Donc on a le select, on va donner un certain nombre de champs et de types de commandes qu'on veut. Alors on va sélectionner donc soit tout, soit une partie ou des colonnes. On peut éventuellement rajouter des opérateurs et des fonctions dans ce qu'on sélectionne, on va le voir juste après. From, c'est la liste des tables dans lesquelles on va aller chercher les données, évidemment. Et après, et c'est là où ça devient rigolo, c'est qu'on a le where, donc on va rajouter un certain nombre de conditions qui s'appellent aussi des prédicats. Et là, on a un certain nombre de choses possibles. On peut regrouper les éléments. On peut également les regrouper sous conditions, donc having, par exemple, je ne sais pas, la moyenne supérieure à 10 ou quelque chose comme ça.
Et on peut faire des unions avec plusieurs requêtes. Et puis, bien sûr, on a tout ce qui concerne le tri avec l'order by que vous connaissez. Limite, alors ça c'est en Postgre, ça ne s'appelle pas forcément comme ça. Il y a top, par exemple, en SQL Server ou autre, qui dit je veux une requête, mais je veux que les 100 premières lignes, par exemple. Et l'offset qui permet de dire je veux tout ça, mais je veux démarrer qu'à partir du millième ou du premier million de lignes que j'ai dans ma table. Voilà. Et tout ça, c'est optionnel. Alors, les opérateurs et les fonctions, on en a plusieurs. Donc, dans le where, ça s'appelle un prédicat. On peut mettre les opérateurs à la fois dans le select et dans le where. C'est les fonctions, là, je vous ai mis un certain nombre de fonctions. Il y en a vraiment beaucoup, mais je vais essayer de vous les récapituler avec les fonctions qui sont plutôt assez usuelles. Donc, vous avez des fonctions de comparaison, hein, évidemment, qui sont dans le where, donc supérieur, inférieur, ce champ est nul, ou cette valeur est entre telle valeur et telle valeur, ou je veux tout quand c'est ce champ ou cet autre champ. Vous allez avoir des fonctions plus orientées maths, donc des arrondis, des valeurs absolues. Vous pouvez faire des opérations, des multiplications, vous pouvez passer un truc au carré si vous voulez, la racine, etc. Vous avez des opérateurs ou des fonctions qui s'appliquent aussi sur du texte. On peut mettre tout en caractère, en upper, en lower, si je veux tout en capital ou en minuscule. On peut faire des substrings, donc on peut dire je peux extraire une partie simplement d'une chaîne de caractères. Voilà. On a des choses plus évoluées, donc avec le pattern matching, donc like, donc là j'ai mis Toto, donc on peut chercher partout, dans le champ c'est écrit Toto, ou quelque chose qui démarre par quelque chose qui finit par OTO, ou quelque chose qui démarre par TO, etc. Voire on peut aller, alors je ne l'ai pas mis parce que c'est un peu compliqué, mais on peut aller jusqu'à avoir des expressions régulières. Voilà. Vous avez également d'autres opérateurs, type de formatage, donc par exemple intéressant pour travailler sur les dates, sur les caractères, pour formater une date, par exemple format anglais, français, faire des allers-retours entre ces formats-là. Des choses aussi assez évoluées, type case one, donc qui vont vous permettre d'appliquer un certain nombre de cas faire des traitements à plusieurs niveaux sur les données. Vous allez dire, en fait, sur ce champ-là, par exemple, si la valeur est supérieure à ça, alors j'envoie de ça. Si c'est inférieur, alors je vais retourner tel résultat. Voilà. Et après, des choses plus exotiques qui vous permettent de travailler sur du XML, du JSON, ou faire des recherches sur le full text search, c'est-à-dire qu'aller vraiment chercher, type recherche à la Google, hein, je le dis entre guillemets, mais faire des choses assez évoluées. Alors pourquoi ça c'est intéressant, c'est que ça va vous permettre de faire des traitements, ça va permettre de rentrer dans des conditions et de faire tout un tas de choses et de traitements. Voilà. Alors là je vous les ai mis, c'est plus, parce que vous aurez le support après, pour rappeler que tout ça est possible et puis aussi pour vous remettre tout ça en tête avant qu'on rentre dans les parties suivantes. Alors, la première chose c'est l'union qu'on peut faire. Donc, on pense souvent à l'union. L'union, ça permet de faire la jointure entre deux résultats. Et en fait, il n'y a pas juste l'union. En fait, il y a aussi l'intersection et également les excepts. Donc, il faut faire attention aux doublons. Donc, je vous ai mis un exemple de syntaxe. Donc, on peut faire un select, sélectionner deux colonnes, par exemple, donc une table, et faire un union, éventuellement all, et sélectionner d'autres colonnes d'une autre table. Voilà. Donc, l'idée principale, c'est ça, c'est que quand je fais l'union, je vais avoir, par exemple, une table où il y a 1 et 2, hein, la table A, une table B où j'ai 2 et 3, par exemple, et puis quand je veux faire l'union, effectivement, je vais prendre l'ensemble des données avec sans doublon, donc je vais me retrouver avec l'ensemble des valeurs qu'il y avait dans les deux tables, donc on voit ici 1, 2, 3. Quand je fais union all, et c'est pour ça que je disais qu'il faut faire attention aux doublons, à ce moment-là, je prends tout, c'est-à-dire que si j'avais des valeurs en doublon, je vais bien me retrouver ici avec mes valeurs en doublon. Et l'intersection, hein, après c'est simple, hein, c'est au même sens que c'est la même idée que le sens mathématique, c'est-à-dire que je vais ne prendre que ce qu'il y a de commun entre mes deux tables. Donc par exemple, ici, je me retrouve avec le 2 et le 3, donc je vais prendre uniquement l'intersection, je vais bien avoir un résultat où je n'ai que ça. Je vais vous donner un exemple, en fait, alors je cherche ma souris, avec deux requêtes, pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Là, je fais un exemple de requête sur une base qui se trouve être une base Postgre. Donc, c'est les mêmes tables sur lesquelles je ferai les autres exemples. Hein. Je vais peut-être supprimer les retours en ligne parce que sinon on ne voit pas bien. Donc là, je vais aller chercher dans une table qui s'appelle une table où on imagine que j'ai des vendeurs avec leur identifiant, leur nom, éventuellement le département dans lequel ils travaillent et le montant des ventes qu'ils peuvent réaliser. Et puis, je vais chercher, donc c'est un exemple, c'est un peu, c'est pas forcément un cas fonctionnel, mais c'est plus pour illustrer le propos. Je vais aller chercher tous
toutes ces informations-là, où le numéro de département est inférieur à 40, et prendre aussi ceux qui sont supérieurs à 78, et je vais ignorer le reste. Donc voilà, donc quand j'exécute, on va se rendre compte, voilà, j'ai Hector, Bobby, Alan et Elise, hein, j'ai mis des noms un peu genre série américaine pour faire un peu rigolo. Et on voit effectivement, je me retrouve bien avec les départements, donc la Gironde et le Val d'Oise, en l'occurrence, et les valeurs. Et après, par contre, je peux faire l'effet l'intersection. Donc là, on va dire que je vais prendre tout, c'est juste pour vous montrer que ça fonctionne bien. Je vais essayer de prendre toutes les intersections, l'intersection entre tous les départements qui sont au-dessus de 40, donc qui se trouvent être les Landes, si je me souviens bien, et puis tout ce qui est en dessous de 78, c'est-à-dire les Yvelines. Voilà. Voilà. Donc là, effectivement, je vais bien avoir Paris et puis le département du Nord, donc ils sont bien compris entre les deux. Donc j'ai bien pris l'intersection entre les deux, donc c'est-à-dire ce qu'il y a de commun. Alors là, j'ai fait l'exemple en prenant la table sur elle-même, hein, mais il faut imaginer que c'est bien ce mode de fonctionnement-là. Voilà. Donc un exemple très simple. Voilà. Alors ça, c'était vraiment pour faire quelque chose d'un peu plus simple. Maintenant qu'on s'est un petit peu échauffé, on va rentrer dans des sujets un petit peu plus compliqués. Et donc, le premier truc que j'avais envie de vous montrer ce soir, c'est les nested, le requête vraiment un peu avancé, c'est les nested queries. Donc ça, c'est pour aller plus loin, juste les opérateurs, les new normal ou les gros by et fill, des choses comme ça. Donc, les nested queries, c'est possible, on peut les faire à 3 niveaux. Dans le select, à condition que, que le résultat soit unique par ligne, je reviendrai sur cette notion-là après. Dans le from, avec donc dans ce cas-là, ça va être des subqueries, c'est-à-dire qu'en fait, bon, j'explique ça juste après. Et dans le where, on se trouve être sur des queries corrélées. Je regardais vite, voilà, Dallas Standing impitoyable, effectivement. Merci Cédric. Bobby. Voilà. Donc une nested query, c'est quoi? En fait, c'est au niveau du select. Donc en fait, l'idée, c'est quoi? C'est que je vais aller chercher une donnée directement au niveau du select, plutôt que de la mettre dans le where, etc. Et c'est parfois plus direct ou plus simple que faire des jointures ou que d'utiliser des fonctions quand, par exemple, je sais que pour une certaine condition, je vais toujours avoir le même résultat. Donc là, je vous donne quelques exemples. Je vais aller chercher 2 colonnes hein, dans une requête. Et puis, ensuite, plutôt d'aller chercher une colonne, je vais mettre un résultat je vais rajouter dans mon résultat set, un résultat qui est directement issu de lui-même d'une requête qu'on voit ici. Donc, je vais sélectionner, par exemple, le montant du salaire depuis la table des salaires, où l'identifiant de l'employé est égal à l'identifiant de l'employé, et je donne le nom que je veux, alors que je suis en train de sélectionner déjà dans la table des employés, c'est-à-dire que je vais aller chercher le montant. Donc, j'aurais plutôt que mettre where ou inner join, faire plusieurs jointures, je vais aller chercher directement le résultat. Ça me permet, par exemple, d'éviter d'avoir des rebonds où je suis obligé parfois de tirer plusieurs tables, ce qui peut être assez compliqué, alors que là, en fait, je peux aller chercher le résultat directement. Le seul truc ce que je vous disais, c'est que dans ce cas-là, pour que ça marche, il faut que, en fait, cette requête-là, qui vient se substituer à une colonne, elle me renvoie un résultat unique. Parce qu'en fait, là, en fait, dans le résultat de ça, on va avoir un tableau comme d'habitude, et en fait, il y a de la place que pour un seul résultat. Donc, s'il y en a plusieurs, de toute façon, votre requête va planter. Et en fait, ici, je vous donne un deuxième exemple. En fait, je vais chercher le nom et le salaire, et je vais ici chercher, par exemple, le salaire minimum des employés pour minimum d'un employé depuis la table des employés. Donc, c'est pareil, c'est la même idée. Ça me permet d'aller chercher une donnée directement. Donc, en gros, ce que je fais, c'est plutôt d'avoir une colonne. Ça me permet, en fait, cette nested query me permet d'aller chercher directement, remplacer en fait un résultat d'une cellule par ce que je veux, à condition que le résultat soit unique. Là, c'était encore assez simple. L'idée, en fait, c'est qu'ensuite, la nested query, donc là, au niveau du from, on appelle ça, en fait, la théorie, on appelle ça effectivement une nested query, c'est-à-dire une requête imbriquée, on pourrait dire en français. Au niveau du from, en fait, l'idée, c'est de se dire qu'en fait, potentiellement, en SQL, tout va être une table. En fait, hein, l'idée, c'est vraiment que je peux remplacer une table dans le from par une sous-requête, c'est-à-dire qu'en fait, plutôt que la base de données aille chercher les résultats directement dans une table, il va aller chercher ce que vous avez mis dans le select et appliquer les conditions que vous avez mis dans le where, non pas à une table directement, mais à une
table temporaire qui a été créée à partir de la requête que vous avez mis dans le from. Donc, ça permet de remplacer des tables, ça permet de créer des pseudo-tables sans avoir à se compliquer trop la vie. Et cette table temporaire, elle est utilisée en fait pour la requête avec un stockage temporaire qui est fait pour vous. Donc, il faut quand même faire attention aux performances, hein, parce que vous comprenez, il y a un stockage qui est temporaire. Mais ça permet parfois d'arriver à faire des requêtes qui seraient par ailleurs sinon assez compliquées. Et il faut faire attention, c'est supporté dans pas mal de bases de données, avec parfois des petites exceptions. Donc, de temps en temps, il faut faire un petit peu de test and trial pour y arriver. Mais ça permet surtout de ne pas gérer de table temporaire et de simplifier la vie et de se passer de procédures stockées ou de fonctions ou de vues ou des choses comme ça qui sont un petit peu compliquées et de rester à un niveau de SQL qu'on peut facilement gérer au niveau d'un code, par exemple, ou pour une personne qui fait de la maîtrise d'ouvrage, d'aller faire des requêtes un peu plus sophistiquées pour obtenir des résultats sans être obligé de créer des choses en base qui peuvent être assez complexes, quoi. Donc, la syntaxe, c'est toujours pareil. Hein, je vais sélectionner une colonne, et puis, enfin, là, j'en ai mis 2, mais ça pourrait être n colonnes. Enfin, on fait ce qu'on veut. Je peux également appliquer des fonctions ici, ou des opérateurs, comme on a vu, avec du average, avec la somme, des counts, des choses comme ça. Et au lieu d'avoir ici le from, au lieu d'avoir une table, en fait, je vais créer une table, on va dire, temporaire, qui n'existe que le temps de la requête, en allant sélectionner un certain nombre d'informations. Donc, par exemple, ici, dans cet exemple-là, je vais récupérer 2 colonnes, depuis une notable, avec y compris même des conditions. Et je vais lui donner un nom, je vais lui dire, tu t'appelles dans le tableau, where, etc. Donc, toutes les conditions qui sont dans le where, elles vont s'appliquer, en fait, à un résultat qui est là, qui va, comme si c'était une table qui existait déjà et qui était, on va dire, matérialisée dans la base de données. Ah, c'est ça l'idée. Ça permet de faire des choses assez puissantes. Donc, je vous donne quelques exemples hein, de à quoi ça ressemble. Donc, je vais commencer par celui du bas. Donc, par exemple, là, pour donner un exemple jusqu'à où on peut aller, on peut même, cette pseudo-table, en fait, sur laquelle on peut s'appuyer, ici, c'est même un substring. Donc, je peux vous la montrer que ça marche juste après. Je peux également mettre des valeurs en dur. Par exemple, là, je fais un select étoile from. Alors, c'est plus pour illustrer, hein, évidemment. Ça, c'est une requête qui ne sert à rien, mais vous pouvez imaginer qu'effectivement, vous puissiez avoir un certain nombre de valeurs en dur. Parce qu'après, ce qui est possible là aussi, c'est de faire des jointures, en fait, avec ces tables temporaires. On pouvait, par exemple, mettre comme on ferait par exemple un énum dans le code, vous pouvez vous donner un certain nombre de constantes que vous allez pouvoir utiliser. Et vous allez pouvoir sélectionner ici, pareil, ici, par exemple, je vais chercher l'identifiant, le nom et les départements, toujours et le montant des ventes, en sélectionnant non pas directement dans la table, mais en allant chercher, je vais dire ici, je vais sélectionner le montant moyen des ventes qui sont faites dans un département, et je vais lui donner un petit nom qui s'appelle budget. Je vais jointurer avec la table des vendeurs, et je vais dire, je ne veux finalement récupérer que là où le montant des ventes effectuées par le vendeur est supérieur au montant moyen. Donc, si, alors évidemment, pardon, hop, je voulais sélectionner ça. Donc, cette requête, je voulais vous montrer qu'elle fonctionne, mais je me rends compte en faisant la démo que je ne peux pas sélectionner le texte. Bon, alors, du coup, je vais essayer de... Bon, pas de peu... Bon, je vous les exécuterai juste après pour vous montrer à quoi ça ressemble. Je ferai ça après, avant qu'on passe à la partie performance. Voilà. Donc, la deuxième idée, attendez, non, quand même, ce serait quand même dommage. Je vais faire ça. Je vais vous montrer que ça fonctionne, parce que sinon je parle moins vite. C'est un peu dommage. Hop. Ah, donc, pour vous donner une idée de ce que ça donne, ici, donc, histoire de dire que ça marche et que ce n'est pas juste des trucs qui sont écrits dans un slide et où il n'y a rien du tout. Donc ici, par exemple, dans ma table des vendeurs, je suis allé récupérer en fait 3 vendeurs, donc Lizzie et Taylor, dont le montant des ventes dépasse en fait le montant moyen des ventes, donc là on a 9800 et quelques. Et effectivement, je peux bien vérifier ici que le montant moyen des ventes, il est à 9300 et quelques. Voilà. Hein, et dans ma table, si je sélectionne tout ce qu'il y a dedans, on peut bien constater que... Hop, pardon.
peut bien constater qu'effectivement, j'ai des gens comme Rob, par exemple, dont le montant des ventes est inférieur effectivement à cette chose. Deuxième partie de la démo, si je vous montre juste ça, en fait, ici, hop, voilà. Là, je vais juste faire, voilà, je vais juste aller chercher des choses, c'est pour montrer qu'en fait, je peux faire des choses de ce goût-là. Et puis, je peux aussi tout simplement appliquer des fonctions comme le substring, et qui va ici me permettre, hop, d'aller chercher ici, faire des substrings. Donc ça, c'est juste pour vous montrer qu'en fait, on peut même faire des choses un peu plus sophistiquées avec des substrings. Alors là, je fais un truc simple, mais vous pouvez imaginer faire des calculs, par exemple, à ce niveau-là, qui vous permettraient de faire des choses qui sont plus sophistiquées. Voilà. Ensuite, donc ça, c'est au niveau vraiment du frog. Donc l'idée qu'il faut retenir, l'idée importante là-dessus, c'est de se dire qu'en fait, tout peut être transformé comme une table. Voilà. Ensuite, on a des requêtes dites corrélées, en fait. Donc, ça marche également pour... donc là, je vous montre sur le where, je vais vous montrer des exemples avec le select, mais il faut savoir que ça marche aussi sur l'update ou le delete, par exemple. Et l'idée, en fait, c'est de pouvoir effectuer un traitement ou un process ligne par ligne, c'est-à-dire pour chacune des lignes de la ou des tables que vous avez mis sur lesquelles vous êtes en train de requêter, qui se trouvent dans le from. Et en fait, ces sous-requêtes-là, elles sont corrélées parce qu'elles vont être exécutées en fait pour chacune des lignes du résultat de la requête. Donc ça, c'est à utiliser par exemple ce que je vous ai écrit, c'est que quand le résultat est différent ou quand il dépend des lignes candidates de la requête principale. C'est-à-dire, par exemple, pourquoi je dis candidate, c'est parce qu'en fait, vous pourriez avoir en fait utilisé ces sous-requêtes pour vérifier en fait un certain nombre de conditions. Donc par exemple, avec l'usage comme j'ai mis ici de in ou exist, par exemple, en disant je ne veux prendre une ligne que quand il existe une entrée dans une autre table, par exemple. Ça vous évite alors à faire des jointures, des routers jaunes, des trucs un peu plus compliqués. Voilà. Et ça permet de répondre à une question en fait multipart, comme on dit, c'est-à-dire dont la réponse dépend de la valeur de chaque ligne. En fait, c'est là où vous allez souvent, vous avez peut-être déjà vu, avoir des opérateurs spécifiques du type in, exist, not between ou des choses comme ça. Donc la syntaxe, elle paraît assez simple comme ça. Je fais un select, donc je vais aller toujours chercher mes colonnes from ma table. Donc là, je l'ai appelé outer, ou la colonne 1. Et là, je vais mettre un opérateur, donc in, existe ou n'importe quoi, ou supérieur à, ou ce que je veux. Select, donc un certain nombre d'autres colonnes ici, from une deuxième table, où quelque chose est équivalent. Donc là, je fais une jointure quand même, sinon après, c'est un peu compliqué. Mais pour venir checking condition, et donc le outer qui dépend de cette chose-là, en fait, de la table qui était là, en fait, c'est ça qu'on va vérifier. Donc pour chacune des lignes potentiellement candidates qui se trouvent dans table 1 que je vais parcourir, je vais aller vérifier, par exemple, on va dire in ou exist ou supérieur au résultat de cette sous-requête qui va donc être exécutée à chaque fois, en fait, que je vais trouver une ligne ici qui match si par ailleurs j'avais mis des conditions. Donc là, je vais vous faire une démo. Donc par exemple, ici, je vais aller chercher, en fait, toujours dans ma table des vendeurs, l'identifiant, le nom, le département et le montant des ventes. Hein, c'est toujours le même exemple, pour ne pas perdre tout le monde. Donc depuis vendeur, ou par exemple, le montant des ventes, il est supérieur, en fait, au montant des ventes moyen du département dans lequel se trouve le vendeur. Et donc, je vais pointurer sur le vendeur. Alors, si vous avez fait attention, ça revient à faire le même résultat que la requête que je vous ai montrée tout à l'heure, où en fait, on faisait directement au niveau du from. Voilà. Un autre exemple, select distinct département, je vais aller chercher tous les départements dans la table des départements où il existe au moins, donc là on fait select 1, donc existe, hein, il suffit que ça retourne ligne, là, vous mettez 1, vous écrivez Toto, vous mettez ce que vous voulez, vendeur, ou c'est-à-dire tous les départements dans lesquels il y a au moins un vendeur. Et où je vais faire un truc plus simple, je vais sélectionner tous les départements, depuis les départements, où le département ne fait pas partie de ces départements-là. Donc je vous refais une démo, donc cette fois-ci je vais copier-coller les points. Je suis obligé de doubler un petit peu. Voilà. Je vais passer en full screen ici. Bon, premier exemple. Voilà. Là, je suis venu chercher. Donc, en fait, on retrouve tous les vendeurs pour lesquels le montant des ventes est supérieur à la moyenne des ventes
de leur département. Donc, par exemple, dans 33, il y a 7 personnes-là dont le montant des ventes est supérieur. Dans le Nord, il y en a 2, donc Eddie et Jack, là, qui départent là, donc qui dépassent la moyenne. J'en ai 2 également dans le Val d'Oise, qui se trouvent ici. Là, la deuxième chose, effectivement, c'est un select distinct. Donc, je vais aller regarder, pardon, je vais aller regarder, effectivement, je vais sélectionner tous les départements pour lesquels il existe au moins un vendeur, en fait, qui a ce département-là. Donc, je pourrais avoir une table de département où il y a plus de vendeurs, et ça m'évite de faire un truc du style, faire une jointure où je vais chercher dans la deuxième table, où, par exemple, le département ID serait nul après avoir fait une jointure. C'est quand même plus simple d'écrire ça comme ça, plutôt d'avoir écrit ici un outer join on table vendeur, et checker que finalement, je ne trouve pas le département en face, ou le vendeur. Et la dernière chose, c'est effectivement un truc assez simple, là aussi, c'est-à-dire, effectivement, je vais essayer tous les départements où les départements ne sont pas, en fait, dans ces 3 départements-là, donc ils seront le Morbihan, le Cher, par exemple. Voilà. C'est un peu ça l'idée. Je vais reprendre la lecture. Voilà, alors, je sais pas, je vais regarder, en fait, dans le chat si... est-ce que là, déjà... alors, je lis, effectivement... Tout à fait même, puisque tout à l'heure, le sales amount moyen total, voilà, exactement. Ouais, je vous regarde la requête, mais oui. En fait, voilà, l'idée, c'est de vous montrer qu'on peut faire quand même des choses qui sont assez intéressantes, qui peuvent nous faciliter la vie et qu'on ne connaît pas forcément. Alors, ensuite, on va passer à quelque chose aussi qui existe. Le WIS. Le WIS, en fait, dans la théorie de la base de données, l'idée, c'est les Common Table Expression, ou CTE, quoi. Ça, c'est un petit peu plus compliqué. L'idée, c'est que ça permet de déclarer une requête de type subquery, qui va être utilisée en fait comme une variable, qui va être utilisée dans une autre requête, que j'appelle, pour que tout le monde comprenne bien, une requête principale. C'est, à mon sens, c'est un peu plus simple qu'une nested subquery, parce qu'en fait, on va la positionner au-dessus, c'est un petit peu comme une variable. Et là aussi, ça crée en fait toutes ces actions-là, toutes ces façons de faire en SQL, et ça crée toujours des tables temporaires. Donc c'est transparent pour nous, c'est fait par le moteur de base de données. Et ça crée également une relation temporaire, c'est-à-dire qu'on va pouvoir jointurer de manière temporaire entre votre requête principale et éventuellement les autres tables que vous allez utiliser dans votre requête et ces pseudo-tables temporaires que vous créez. Alors ça ne marche pas sur toutes les bases de données. Ça marche sur Oracle, ça marche sur Postgre, ça marche sur Sybase, sur tellement d'autres. Et on peut même aller faire jusqu'à du récursif. Alors, je ne vais pas vous montrer ça ce soir parce que là, pour le coup, c'est un petit peu compliqué. Mais il faut imaginer que vous pouvez faire des requêtes récursives. Donc, la syntaxe, sur le papier, elle est assez simple. On peut faire un with, le nom de votre table, as, la requête qui permet de créer cette table temporaire. Donc, ici, par exemple, je sélectionne une colonne, from une table, peu importe le nom. Vous pouvez en mettre plusieurs. Donc, par exemple, une deuxième table temporaire, as, vous mettez la requête que vous voulez. Et après, vous mettez le select et vous allez récupérer les données qui vous intéressent directement en utilisant en fait le résultat qui se trouve ici, par exemple la colonne temporaire, directement en fait ici. Donc, je vais vous montrer plusieurs exemples. Enfin, en tout cas, un exemple ici. Donc, ce qui est intéressant, c'est que j'ai 2 séries d'exemples. Le premier, c'est donc with, par exemple, average sales, donc avec, on va dire, qui est censé être le montant des ventes moyennes, donc as select ID, donc je récupère le numéro du département, le montant moyen pour ce département, et je l'appelle effectivement le montant average sales amount from département, où je regroupe en fait, donc je vais aller chercher le montant moyen en fait des ventes par département. Et ensuite, je vais utiliser ça dans le select principal. Donc, je vais chercher encore comme d'habitude, comme tout à l'heure, les informations sur les vendeurs, en from vendor. Je vais jointurer, en fait, ici, sur ma table, la table temporaire, en fait, qui est donc une variable que je viens de créer. Et je vais pouvoir l'utiliser ici directement. Alors, j'ai oublié de la mettre en rouge, mais je vais aller donc chercher tous les vendeurs pour lesquels le montant des ventes est supérieur au montant des ventes moyennes, en faisant une jointure sur le département AI. Et donc là, Christophe avait vu juste, en fait, ça, pour le coup, c'est la même requête que celle que j'ai faite juste au-dessus. Elle est écrite un peu de manière un petit peu plus compliquée,
Mais l'idée, c'est quand même de vous montrer à quoi ça ressemble. Pardon. Donc, je vous montre que c'est pas que ça renvoie bien un résultat. Hop, voilà. Là, on va retrouver le même résultat. Alors, j'ai effacé, mais si vous voyez qu'on se retrouve avec le même résultat, mes deux départements dans le 59 et dans le 95, avec donc, j'obtiens bien le même résultat que la requête d'avant. La syntaxe, bah, ça c'est à chacun de voir. Elle peut être un peu. Donc là, je prends le même exemple. Hein, donc vous me direz, là, ça a l'air d'être un peu plus compliqué que on s'était écrit au-dessus tout à l'heure. Mais il faut imaginer qu'on peut faire des choses plus complexes avec ça. Et pour reprendre la présentation, là où ça devient, donc, en fait, ce qui est intéressant, donc, c'est qu'en fait, on peut jointurer. Donc, je vous redonne un exemple plus simple de cet exemple ici. Donc, avec deux tables ici, as, ma requête à chaque fois, je sélectionne. Et ce qui est intéressant, c'est que je peux effectivement même jointurer les deux tables sur elles-mêmes derrière pour faire un certain nombre de traitements. Un autre exemple, alors celui-là, il est tiré directement de la doc Postgre. Hein. C'est pour vous montrer qu'en fait, on peut même aller jusqu'à faire une utilisation successive des tables dans Louise, en fait. Donc là, par exemple, vous retrouverez cet exemple dans la doc Postgre, ou un exemple équivalent dans les docs des autres bases de données. Hein. En fait, Louise, donc là, c'est les ventes régionales. Donc, il sélectionne en fait une région avec la somme de tous les montants, qu'ils appellent, donc, en renommant la colonne à la volée en vente totale, depuis les ordres, et il regroupe par région. En fait, ça, c'est Regional Sales. Et juste derrière, on recrée une deuxième table en tant que variable qui s'appelle les top régions. Et on va venir sélectionner déjà directement depuis la table, la table en paramètres qu'on a créée à la volée juste au-dessus, où le montant est supérieur en fait à. Donc là, c'est le top 10, il divise par 10 depuis les ventes régionales qui se trouvent être ma table au-dessus. Donc ça permet d'avoir les top regions. Et ensuite, on va faire une requête, on va venir chercher dans la table de tous les ordres, dans toutes les commandes qui ont été passées, où la région est dans les régions qui font partie des top régions. Et donc, j'ai construit successivement, avec Louise, j'ai construit successivement des requêtes que j'ai utilisées directement au fur et à mesure de ma requête. Voilà. J'espère que pour l'instant c'est assez clair. N'hésitez pas à poser éventuellement des questions. L'idée, hein, c'est pas de faire tout le monde un spécialiste du SQL. Là, j'essaie de montrer des exemples qui sont simples. Évidemment, pour faire des trucs plus sophistiqués, l'idée, c'est peut-être de vous montrer des trucs que vous n'avez pas aujourd'hui vus, auxquels vous n'auriez pas pensé, vous susciter, je ne vais pas dire des vocations de fans du SQL. On ne va pas monter un club, mais l'idée, c'est de vous montrer un certain nombre de choses qui peuvent être intéressantes. Et toujours sur le SQL avancé, on a des fonctions dites de fenêtrage, donc les window functions. Alors, ça, le over et partition by, c'est une fonction de fenêtrage. Donc ça, c'est une fonction qui permet de faire un calcul sur un ensemble de lignes de la table sur laquelle on est en cours, qui est reliée à la ligne courante. Et la différence par rapport à un group by, donc je vous montre quelques secondes juste après, c'est que les lignes, elles ne sont pas regroupées. Donc, quand je vais faire un group by, par exemple, je vais prendre la somme du montant des ventes par région. Je vais avoir des lignes où j'ai juste la région, la somme du montant, et puis ensuite, la ligne d'en dessous, j'ai une autre région, puis une autre somme, etc. Là, le over partition by, ce que ça permet de faire, c'est d'avoir, en fait, garder en fait, le détail de chacune des lignes et de faire un calcul sur un ensemble plus large de lignes avec un résultat et le garder dans une colonne. Je vais vous montrer ça juste après. La syntaxe, alors j'ai pris la syntaxe de chez Postgre, mais en fait, c'est toujours la même idée, c'est d'avoir le nom de la fonction avec une expression, et over, donc la clause de partitionnement, éventuellement une clause de tri et une clause de frag, c'est-à-dire une clause j'ai envie de dire, de sous-partitionnement. Voilà. Donc à quoi ça ressemble tout ça? Over, ça indique donc la formation du groupe. Les fonctions supportées, ça peut être la somme, ça peut être l'average, le count, en fait, un certain nombre de fonctions que j'ai montré juste en intro, en fait, pour que quand j'en parle, vous sachiez à quoi on fait allusion. La clause de partitionnement, en général, c'est partition by, il y en a d'autres, mais ce soir, on va se concentrer juste sur celle-là. Si vous ne mettez pas de clause de partitionnement par défaut, ça veut dire qu'on va prendre la table en entier, donc là, il faut faire quand même attention à ce qu'on fait. La clause de tri, on peut dire je veux faire ça, mais je veux trier par.
Et la clause de sous-partitionnement, en fait, je vais vous montrer juste après ce que ça veut dire, mais ça permet de réduire encore dans de venir complémenter en fait la clause de partition pour réduire encore les choses. Donc la clause de partition, c'est une ou plusieurs colonnes, vous pouvez aller jusqu'à plusieurs colonnes, parmi celles du from de votre requête. Par défaut, c'est toute la table. Et ce qui est intéressant, on va le voir dans quelques exemples après, ça garde en fait chaque ligne du résultat. Et donc on est plutôt dans une démarche analytique versus de l'agrégation. Et la différence avec le group by, c'est que dans le group by, les lignes elles sont limitées aux clauses du groupe. Donc en fait, si vous faites un group by, je sais pas, par région, en fait, vous pouvez avoir en fait vous faire un select région, virgule, somme avec quelque chose, group by region, voilà, vous pouvez mettre que ce qu'il y a dans le group by. Donc uni par groupement, par exemple, si vous avez choisi au niveau d'une région, d'une ville, je ne sais pas, d'un portefeuille de trading, enfin, voilà, ce que vous pouvez rencontrer dans votre travail de tous les jours. Alors qu'en fait, en partition, on a toutes les lignes de la table et on a un résultat qui est de la fonction d'agrégation pour chacune des lignes. Donc, par exemple, on peut avoir la moyenne et elle va se répéter en fait à chaque fois sur toutes les lignes qui sont éligibles. Donc, pour expliquer ça de manière un petit peu plus visuelle, les fonctions d'agrégation, en fait, vont regrouper les lignes et on va avoir par la somme, si c'est la fonction d'agrégation que vous avez choisie. Là où une fonction de fenêtrage, en fait, vous allez, chacune des lignes, vous allez bien avoir ici la somme, mais la somme qui porte sur l'ensemble des lignes qui étaient éligibles par le partition by. Donc, je vous mets d'exemple, je n'ai pas préparé de requête, mais je vous donne un exemple. Donc là, je vais sélectionner un département. Je vais prendre, bon là, l'arrondi, mais ça, peu importe, c'est la fonction. Le salaire moyen, avec le salaire moyen qui est nommé ici average département, depuis la table des employés, je vais regrouper par département ID et je vais trier par département ID. Donc, vous voyez, ce que je disais tout à l'heure, c'est que dans le groupe by, je peux avoir ici en colonne seulement ce qui est dans le groupe by. Donc, je vais me retrouver avec le numéro de département, 1, 2, 3, 4, 5, et puis les ventes moyennes par département. À la différence, quand je fais un over partition by, je vais pouvoir avoir toujours je vais partir par exemple de ma table des employés. Je vais avoir le nom, prénom, le numéro du département, et je vais avoir l'arrondi avec le salaire moyen par département, et peu importe le nom, en fait, là, on met le nom qu'on veut. Donc ici, je vais bien avoir plusieurs personnes qui sont notamment, c'est intéressant au niveau du 2, donc j'ai bien chacune des personnes qui se trouvent être dans ces départements, j'ai son salaire, et j'ai ici la moyenne, en fait, du salaire qui est lié à celle du département. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, j'ai mis le partition by department ID. Donc, en fait, le moteur de base, il va tout simplement, ce qu'il va faire, il va prendre les 13 et les 6, il va dire ça fait 19. Donc, en fait, je me retrouve avec une moyenne qui est à 9500. Et ça, c'est automatique, c'est pour vous. Et donc, faire comme ça, c'est quand même beaucoup plus facile, beaucoup plus simple que si on n'était pas passé par le partition by, ça serait assez compliqué d'arriver à avoir le même résultat. Et si j'avais fait un group by comme ici, je pourrais avoir, comme on voit ici, la moyenne par département, et j'ai le département 2. Je ne peux pas avoir ici, par exemple, le nom de chacun des employés qui travaillent dans ce département-là. Ce n'est pas possible. Donc, cette syntaxe-là permet de le faire. Un autre exemple, assez visuel. Alors, ce qui est intéressant, en fait, c'est que donc, ça travaille, comme je vous le disais, au niveau des lignes. Et en fait, on peut en mettre, enfin, on peut l'utiliser plusieurs fois dans la même requête. Donc là, dans cet exemple-là, on va chercher la ville, le nom, le montant de la commande, et on va chercher la moyenne, le minimum, la somme. En fait, over partition by, donc au niveau de la ville, et on va donner un nom à cette colonne quand même pour que ça porte quelque chose. Sinon, il le génère automatiquement, c'est un nom un petit peu à la noix, style je sais pas quoi, underscore 1, ou des trucs comme ça. Donc, ce qu'on va voir ici, c'est par exemple sur cette région-là, donc au niveau de la ville, pardon, on a 4 lignes qui sont dans Chicago, avec Marvin, Alex, Jérôme et Laurence, hein, donc on est toujours dans l'univers de Dallas. Hein. Et puis on a le montant des ordres. Donc on va avoir le montant moyen, donc il va bien avoir pris ces 4 lignes-là pour calculer la moyenne. Hein. On a le montant minimum, donc on voit qu'ici c'est bien le 1843 qui se trouve ici. Donc par contre, ce montant, il est répété à chaque fois. Et j'ai directement la somme des totaux, donc il va avoir fait la somme ici et il va l'avoir mis. Donc on le retrouve au niveau de chaque ligne. Donc ça, en gros, ça c'est quand même. Alors, vous me direz, ok, on peut faire autrement, etc. Ça c'est quand même assez intéressant quand on veut faire des requêtes un peu orientées reporting. Hein, voilà. Là, on va pouvoir faire des choses intéressantes pour des gens qui font de la maîtrise d'ouvrage
ou même pour simplifier la vie dans certains cas, et ben voilà, on a accès à ce type de fonction. Et alors, après, on a les clauses de frame, donc de cadrage, donc qui sont assez intéressantes. Et donc là, ça c'est un petit peu plus complexe. Donc, je ne vais pas vous donner l'exemple. L'idée, c'est de vous dire qu'on a des ranges avec des syntaxes, avec un départ. Et après, on peut dire qu'on veut les lignes entre le range et entre une fenêtre de départ et une fenêtre d'arrivée. Ça permet de faire des calculs, notamment progressifs, en disant je veux à chaque fois que j'arrive sur une ligne, je veux depuis la ligne de départ jusqu'à la ligne courante. Donc, vous pouvez avoir une somme, comme vous tireriez une formule somme dans Excel, hein, par exemple, ou de diff, par exemple, en faisant un delta avec les lignes précédentes. Donc, l'idée, sans rentrer trop dans le détail, c'est d'avoir, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est que donc, les noms qui sont là, vous trouvez, c'est tout ce qui est unbound preceding, donc c'est-à-dire toutes les lignes qui sont avant. Et vous pouvez dire, je veux être entre n lignes avant et la ligne courante. Et puis après, vous avez unbound following, donc c'est toutes les lignes qui sont après. Et vous pouvez dire, je veux prendre 10 lignes ou être entre la ligne courante et tant de lignes qui se trouvent après. Voilà. Ça, c'est l'idée. Donc voilà, l'unbound following, par exemple, là, on trouve un exemple où vous avez, c'est la même requête un petit peu que tout à l'heure, donc toujours la ville, le nom et le montant. Simplement là, on va lui dire row number, donc on va lui dire, je regarde l'heure, je vois qu'il est déjà avancé. On va chercher le row number et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on va lui dire, j'ai trié par ordre descendant des montants et je veux uniquement les résultats entre la première ligne et tout ce qui suit en cumulé. Donc en fait, par exemple, ici, il va me faire il va me prendre la moyenne cumulée, donc on va me prendre la moyenne entre 1 et 2, donc là, cette moyenne, c'est ici, celle-là, c'est sur les 2 rows suivants, celle-ci, etc. Enfin voilà, vous comprenez l'idée. L'idée, c'est en fait, voilà, je veux juste le current row et juste le suivant, donc en fait, je vais calculer les moyennes cumulées, average, en prenant le row courant et juste celui d'après. Voilà. Un exemple assez simple, donc toujours dans mon exemple, dans l'exemple, voilà, pour montrer que ça fonctionne et que, y compris sur quelque chose, et puis après on va passer à la partie performance. Je reprends ça. Voilà. Donc là, par exemple, j'ai fait un truc tout simple et j'ai juste été faire un over partition by par département. Donc c'est toujours sur les mêmes données que tout à l'heure. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, j'ai fait ici la moyenne des ventes. Donc je suis sur mon département. J'ai over partition by, donc j'ai découpé, j'ai partitionné par département. Donc effectivement, j'ai 33 deux fois. Je prends la somme de ces deux trucs-là et puis j'ai la moyenne qui arrondit, etc. Donc ça, voilà, c'est juste pour vous montrer un exemple de ce qu'on peut faire, donc qui marche toujours sur les mêmes tables que tout à l'heure. Voilà. Je ne sais pas si ce stade-là, avant qu'on attaque la partie performance, est-ce que vous avez éventuellement des questions à ce stade-là? Sinon, de toute façon, je peux répondre après. Et on attaque la partie perf, où il y a pas mal de choses à raconter aussi. Regarde, s'il y a des questions. Ok. Donc les perfs. Alors, les perfs, c'est un sujet qui peut être assez compliqué. Donc là, je vous ai montré un peu des choses un petit peu plus avancées. J'espère que je vous ai appris des trucs, vous montrant des choses que peut-être vous ne connaissiez pas. Et là, on arrive sur la partie performance. Alors, une table en base, qu'est-ce que c'est? En fait, il faut comprendre. Alors, j'avais mis pas mal de choses là. Ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une table en bas, toutes les données, elles sont organisées dans des fichiers qui se trouvent quand même sur le disque. Et donc, à chaque fois qu'on... Alors, je vais essayer d'expliquer simplement parce qu'il y a des notions de cache dans les bases de données, dans les moteurs de base, mais globalement, il faut imaginer qu'à chaque fois qu'on fait une requête, on va venir lire des fichiers sur le disque. Donc, il faut faire gaffe à ce qu'on... Quand on va chercher la performance, il faut faire attention au nombre d'entrées et sorties, parce que effectivement, on fait des requêtes, il faut avoir des disques qui dépotent, hein, donc on a plutôt intérêt sur des disques qui sont costauds, qui sont vraiment rapides, quand on veut avoir une bonne performance. Avec Postgres, je vais vous montrer, en fait, c'est basé... ça, je vous explique comment, juste pour vous donner une idée, parce qu'en fait, après, je vais en parler un tout petit peu après, comment ça marche dans Postgres. Il faut s'imaginer qu'en fait, dans d'autres bases, Oracle ou autre, c'est un peu la même idée. Dans Postgres, en fait, vous avez la notion de cluster. Donc, un cluster, c'est plusieurs bases de données qui peuvent être sur une seule et même machine. Et une base de données, c'est de la config, des tables et puis les index qui sont associés. Et chaque table et index, c'est stocké dans un fichier. Ils sont stockés dans un fichier avec une taille max, en l'occurrence, d'1 giga. Bon, voilà, ça fait déjà pas mal. Hein, voilà. Donc
peut changer cette taille-là, mais enfin bon, là on rentre dans vraiment un métier débat, c'est pas notre, enfin, en tout cas, c'est pas notre métier. Et chaque fichier est divisé dans des pages, c'est-à-dire des blocs, en l'occurrence sur Sybase, pardon. Sur Postgres, c'est des blocs de 8 kilobytes. Voilà. Chaque ligne, c'est une data row, donc chaque ligne est stockée dans une page, sauf si elles sont trop grosses, par exemple, quand on fait on stocke du texte, par exemple, ça peut dépasser. Et il faut savoir qu'en fait, la page, c'est l'unité de lecture ou d'écriture. En tout cas, pour Postgres, et c'est un peu le même principe, en tout cas sur Sybase, sur SQL Server avec lesquels j'ai pu travailler, ou même chez Oracle, en fait. Et donc, à chaque moment, si vous venez lire juste une cellule, c'est-à-dire vraiment un bout d'une ligne, ben, en fait, le moteur, il va remonter toute la page, c'est-à-dire il va venir lire l'ensemble des données en mode un petit peu, on va dire, d'optimisation optimiste, en mode optimiste. Voilà. Mais du coup, ça peut coûter assez cher. Alors, la page, c'est vraiment l'unité de lecture. Hein, toute la page, elle est lue, et même si vous lisez qu'une seule ligne, ou même juste un bloc, et c'est la même chose quand vous venez écrire. C'est-à-dire, si vous faites un update uniquement sur un truc, sur une seule partie, vous venez mettre juste à jour, je ne sais pas, une somme, n'importe quoi, ça va réécrire le bloc en entier. Voilà. Donc, juste pour la suite, donc une page, c'est quoi? Il faut imaginer qu'il y a un header avec, en gros, c'est des métadonnées. Hein, voilà. Vous avez un offset, en fait, l'offset, en fait, c'est une table, c'est une table une TOC, en fait, c'est une table of content qui va vous dire, en fait, où se trouvent chacune des lignes dans la page. C'est une sorte de pointeur, en fait, en vrai. Et puis après, vous avez les lignes à proprement parler, et puis l'espace libre pour venir rajouter de données, ou se garder de la place en cas où vous élargissez un champ, des choses comme ça. Vous avez les rows, ce sont des lignes qui elles-mêmes ont une propre structure, donc avec un header. Donc ça, ce sont les métadonnées de la ligne. Et puis après, on a explicitement les champs, donc l'âge, le nom, le montant, etc. Enfin, tous les champs qui sont vraiment les données qui se trouvent dans les colonnes de votre table. Donc, je fais assez vite, mais c'est juste pour que vous ayez ça en tête pour la suite. Donc voilà, donc quand vous allez lire, en fait, vous allez chercher une ligne, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remonter toute la page. On va se dire, tiens, je vais parcourir les rows, et on va dire, il est où le premier row, c'est le premier item, je vais aller chercher, il est là, etc. etc. Voilà. Et donc, c'est vraiment une sorte de table contente, comme si vous étiez dans une page d'un bouquin, vous prenez le sommaire et vous dites, je veux le chapitre 1.3, et puis bah, voilà, ça vous dit, c'est à tel endroit. Donc, vous allez directement à la page, vous allez lire la page. Alors, un truc qui peut se passer, c'est que globalement, on fait souvent des selects. Alors évidemment, ça, il faut quand même pas mal de lignes, hein, sinon on n'a pas vraiment de problème de perf. Hein. On commence à avoir des problèmes de perf quand on a soit une machine qui est vraiment pas performante. Bon, voilà. En général, on est sur des serveurs. Donc on a le problème de perf quand on commence à avoir beaucoup de lignes. Et pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit juste avant, il faut venir lire les données, ça prend du temps, il faut parfois parcourir l'ensemble des choses. Et ou si vous avez beaucoup de jointures, c'est ce qui veut dire qu'on va regarder les lignes dans une table, on va essayer de trouver ce qui match dans la seconde table, peut-être dans la troisième, etc. Et donc ça prend du temps. Et le mode de recherche de tous les moteurs de base de données, hein, en tout cas type SQL, par défaut, c'est qu'on fait ce qu'on appelle un table scan, c'est-à-dire que je vais faire une lecture séquentielle en fait pour trouver les lignes qui matchent les critères. Si je fais un select je ne sais pas, étoile from ma table, je sais pas, de la population française, par exemple, en fait, where, je ne sais pas, que tout à l'heure, le département égale 33, c'est-à-dire que je vais regarder chaque ligne de toutes les pages, de tout, voilà, je vais parcourir la table, je vais lire les lignes séquentiellement, ligne par ligne, voilà, et je vais parcourir toute la table. Et donc, évidemment, quand je commence à avoir beaucoup de lignes, ça, c'est très long. Alors, du coup, la question, c'est de dire, évidemment, il faut qu'il y ait des critères, hein, c'est comment on peut faire pour aller directement, en fait, aux bonnes lignes. Et c'est pour ça que je vous dis que ça ne marche que s'il y a des prédicats. C'est-à-dire que si je n'ai pas de where, je n'ai pas de conditions, de toute façon, ça veut dire qu'en gros, je dis explicitement à la base, je veux lire en fait tout ce qu'il y a dans la table. Et donc, alors je vois seulement la question de Patrice, un export de la base de données que je vais utiliser pour les requêtes. Oui, je vous le donnerai, pas de problème. Donc, ça marche que faire des prédicats. Donc, typiquement, par exemple, un select contenu des tables from test1, where un identifiant égale quelque chose. Donc, l'idée d'un index, c'est quoi? C'est de se dire, en fait, pour aller directement en ligne, ce qui serait intéressant, c'est comme dans l'index, dans un livre, c'est de pouvoir savoir, en fait, où ça se trouve dans la table directement, ce qui m'éviterait de la parcourir en entier.
Donc, j'ai un utilisateur qui fait une requête. Au lieu de parcourir ma table, je vais aller parcourir l'index. Donc là, on dit par exemple l'identifiant de la compagnie vaut 10. Je vais aller regarder directement 10. Et ça va me dire, la ligne, elle est à tel endroit. Je vais venir lire la ligne, je vais venir lire cette ligne-là, etc. Parce que ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que dans une base de données, en fait, il n'y a pas d'ordre, en fait. C'est ordonné, mais pas trié. Donc, en fait, si vous faites vous pouvez, si vous avez une table avec 2 millions de lignes, et que la première, c'était l'ID 626, et puis que là, vous venez de faire un insert avec alors là, en l'occurrence, c'est le pointeur, mais avec la compagnie ID qui vaut 10, pardon, ça peut très bien être la dernière ligne. Donc, en fait, si vous n'avez rien fait, vous auriez parcouru toute la table pour lire la première et la dernière, si on admet qu'il y en avait deux. Donc, voilà. L'index, ça permet de faire d'être beaucoup plus efficace en disant directement où se trouvent les lignes concernées dans la table. Alors, comment on crée un index? Donc, déjà, il faut avoir un problème de performance, sinon ça ne sert à rien de se compliquer la vie. Donc, on crée un index, donc tout simplement create index, je nomme l'index sur la table et je lui donne là où les colonnes éventuellement qui sont à indexer. Le type d'index le plus courant, mais attention, il y en a plein, mais le type le plus courant, c'est le B-tree, c'est-à-dire les arbres balancés. Donc, je vais vous expliquer juste après ce que c'est, c'est une structure balancée. Pourquoi? Parce que ça couvre beaucoup de cas. Donc, le cas des égalités, le cas des intervalles, par exemple, le cas des supérieurs, etc. Et ça permet également de couvrir le pattern matching. Pattern matching, donc c'est le like, mais alors dans certains cas. Et je vais vous expliquer juste après pourquoi. Voilà, alors je vois, Christophe, ta question. Oui, en fait, c'est comment on considère d'avoir un problème de performance? C'est une requête qui prend du temps. Mais en fait, ça dépend du temps. Moi, je pense que à l'exception, j'ai envie de dire, ça dépend du temps. C'est-à-dire qu'on peut admettre que si vous avez une table où il y a, moi ça m'est déjà arrivé, où il y a 30 millions de lignes, on peut se dire que probablement, probablement qu'attendre 2 ou 3 secondes ou 4 secondes, c'est peut-être pas déconnant. Par exemple, puis après, par contre, s'il y a et que vous allez essayer d'optimiser. En fait, l'autre cas, c'est la problématique que vous pouvez avoir, c'est si vous voulez avoir des trucs où si on est, je ne vais pas dire du temps réel parce que probablement qu'on utilise des relais de cache, des choses comme ça, mais si on a des problèmes de perf parce que c'est long et que sans rien faire, quand vous avez par exemple, moi j'avais un exemple en tête, vous avez 4-5 millions de lignes sur une base Sybase sur laquelle j'ai travaillé il y a longtemps. Si vous faites une requête avec des where et un peu de jointure, vous allez peut-être attendre 15-20 secondes, quoi. Donc, ça, c'est beaucoup trop long, quoi. Vous n'allez pas, un utilisateur qui est devant son écran ou qui attend sa requête, il ne va pas attendre 20 secondes pour un résultat, il passe son camp comme ça, quoi. Voilà. Et effectivement, je suis d'accord, c'est ce que je veux dire. En général, il vaut mieux pas trop toucher. Il vaut mieux attendre d'avoir des problèmes de perf pour créer des index. J'y reviendrai juste après, mais je peux vous dire pourquoi. Le problème, c'est qu'en fait, quand vous allez faire une requête en fait, et que vous allez commencer à mettre des index, j'en parle un peu plus tard dans cette presse, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, ça va changer aussi la façon dont s'exécutent d'autres requêtes. Et parfois, vous pouvez avoir des mauvaises surprises. C'est-à-dire que quelque chose qui se passait très bien, vous allez rajouter un index, il va décider de l'utiliser, le moteur de la base va décider de l'utiliser, alors on verra pourquoi, comment on peut voir ça, et puis ça ne vous arrange pas, donc vous allez en rajouter un autre, et puis etc., et puis on se retrouve avec... Il y en a qui ont essayé, qui ont eu des problèmes, quoi, et je vous parle d'expérience, quoi. Donc effectivement, comme le dit Benjamin dans le chat, en fait, en général, il vaut mieux avoir des problèmes, mais l'expérience prouve que les problèmes arrivent assez vite en réalité, en général. Ouais, voilà, j'en parle après, et c'est Eric qui explique, en fait. Donc le type le plus courant, juste pour revenir là-dessus, c'est qu'effectivement, c'est l'arbre balancé, parce qu'il couvre un certain nombre de cas, du pattern matching, donc c'est du like, par exemple. Ça marche que pour les données qui sont triables. Si vous avez des données donc c'est difficile, par exemple, d'indexer du texte, par exemple, ou des choses comme ça. Alors, pourquoi like foo, ça marche? On va voir juste après. Donc, cette structure balancée, elle est balancée avec les colonnes. Et il faut que ça matche les conditions. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des conditions dans le where qui correspondent à ce qui est dans l'index. Sinon, effectivement, ça ne marche pas. Il faut imaginer qu'en fait, c'est des arbres et des nœuds. Alors, comment ça marche? On va utiliser un arbre balancé, c'est quoi? Ça peut ressembler à ça. Donc là, vous imaginez que vous avez un identifiant. Donc, on va avoir un identifiant. Donc, vous avez par exemple 4, 32, 64. Donc, voilà. Donc, tout n'est pas indexé, c'est découpé. Donc, ensuite, vous allez avoir donc ça, c'est le nœud racine, voilà, qui a été construit au fur et à mesure, puisqu'à chaque fois que vous allez insérer une ligne dans la base, vous allez avoir l'index qui est mis à jour. Donc, il faut voir aussi, d'un point de vue performance, si vous voulez vraiment avoir des performances,
j'étais sur des applis de trading il y a longtemps maintenant. Et en fait, on faisait gaffe aussi à ça, parce qu'en fait, ça ralentit le temps de insert. Donc, quand vous voulez faire des insert massifs, bah, en fait, à chaque fois, vous prenez le temps de mise à jour de l'index. Si vous avez mis en plus un trigger, enfin, je sais pas quoi, ça rajoute, en fait, ça ralentit le temps. Donc, on va prendre un premier exemple. Donc, voilà à quoi ça peut ressembler un arbre balancé. Vous voyez qu'en fait, c'est découpé en fonction de valeurs. Donc, j'ai 4, 16 et 25 qui sont entre 4 et 32. Ensuite, si je ne suis plus dans ce range de valeurs-là, en fait, on va aller sur le deuxième nœud, qui couvre tout ce qui est entre 32 et 64, donc 32, 43, 49 par exemple. Et puis après, j'ai tout ce qui est au-delà de 64. Et puis, il faut imaginer qu'évidemment, ça se poursuit jusqu'à que j'ai les nœuds. Et ensuite, j'ai la structure qui est redécoupée encore, avec, donc on a atteint le deuxième niveau au niveau de l'arbre, donc un deuxième niveau de nœud. Donc là, j'ai tout ce qui va être entre 4 et 16, donc 4, 8, et puis on peut imaginer d'autres valeurs, 16, 16, 20. Enfin, voilà, vous avez compris le principe. Donc qu'est-ce qui va se passer quand je vais faire une recherche? Par exemple, si je dis where ma colonne indexée est égale à 49. Je vais aller parcourir l'arbre, et ce que je vais faire, c'est que c'est optimisé. On comprend bien que si je parcourais chaque nœud de l'arbre, ça reviendrait à parcourir la table, donc c'est donc pas ce qu'on va faire. Donc on va dire, OK, 49, donc bah, c'est entre 32 et 64. Donc chez 32, je descends au niveau du nœud qui correspond à ça. 49, c'est entre... Alors là, il faut imaginer que c'est exclu. Hein, voilà, donc vous pouvez avoir plusieurs valeurs. Donc il va descendre au niveau 43, il va tomber sur la branche. Vous avez dit que vous cherchez 49, vous avez 49. Et puis après, il sait qu'il y a un petit bouquet là, donc il va aller chercher dans la feuille d'à côté, dans le nœud d'à côté. Et puis ici, je pourrais avoir plus d'entrées. Et ça va pointer sur tout. En dessous, là, je peux pointer sur toutes les lignes, en fait, qui correspondent à la colonne indexée où la valeur vaut 49. Qu'est-ce qui se passe si jamais je disais je veux tout ce qui est inférieur ou égal à 35? Donc, je vais faire la même démarche. Donc, je vais dire c'est en dessous de 35. Bon, bah, j'ai 64, c'est pas bon. J'ai 32, ok, ça c'est bon. Je vais descendre, je vais passer au nœud qui est après. J'aurais pu avoir le 32, enfin d'autres valeurs ici, je vais avoir 32. Il me dit ok, c'est sur ce nœud-là. Et puis comme c'est un arbre qui lui pour le coup est ordonné et trié, en fait il va aller me chercher, il va me prendre ensuite, il va passer de nœud en nœud, de proche en proche, jusqu'à me récupérer toutes les valeurs. Si j'étais dans un between, en fait, alors il faut imaginer que le moteur de base, là, 23, je commence par 16, mais il pourrait très bien descendre. Hein. Chaque moteur implémente sa stratégie. On ne va pas entrer en détail, mais il y a pas mal de mecs qui bossent chez Oracle, je ne sais pas combien ils sont de milliers, pour essayer de se gratter la tête et de se dire c'est quoi la bonne façon de faire pour avoir la meilleure performance. Et comme si vous avez bien retenu, il travaille là-dessus depuis 1983 et il commence à avoir des idées plutôt précises de comment il faut faire pour que ça marche, quoi. Et du coup, en fait, là, c'est pareil. Je peux prendre tout ce qui est la valeur de la colonne indexée entre 23 et 35. Donc, je vais passer ici sur 4. Je vais descendre là. J'ai dit 23. Donc, en fait, je vais prendre le nœud où c'est 16. Ça ne correspond pas. Donc, en fait, je vais démarrer. Je vais remonter 25, 27. Puis, je vais aller jusqu'à que j'arrive à la valeur max. En fait. Donc, là, j'ai mis 35, mais je me suis planté en écrivant le truc. C'était plutôt 64. Donc, vous m'excuserez. Je rectifierai la presse. Voilà, l'idée de l'index, c'est ça. Et en fait, ça permet de gagner du temps parce qu'en fait, là, je vais directement pointer et effectivement, plutôt que d'avoir parcouru l'ensemble des lignes, on peut imaginer que là-dedans, il y avait peut-être des centaines de milliers de lignes ou des dizaines ou des milliers. En fait, c'est beaucoup plus rapide de descendre 1, 2, 3 et je suis déjà au bon endroit et là, je peux commencer à regarder 3, 4, 5, 6 puis je vais avoir directement l'emplacement en fait, des lignes, et y compris dans les pages. Voilà. Alors, il existe d'autres types d'index que le Bitry. Il n'y a pas de limite à ce que j'ai dit là ici, c'est qu'il n'y a pas de limite à l'inventivité des concepteurs de bases de données. Et puis évidemment, comme souvent en la matière, plus vous allez payer cher et plus vous allez avoir des trucs sophistiqués. Donc c'est sûr qu'entre un Postgre et un Oracle, on peut faire plus de choses avec un Oracle qu'avec un Postgre. Mais évidemment, ce n'est pas le même produit non plus, quoi. Et c'est surtout pas le même prix que Oracle en l'occurrence, où ce genre de truc, c'est quand même assez cher. D'autres types d'index, donc il y a les types d'index uniques, donc c'est ce que vous allez retrouver sur les primary keys, c'est-à-dire que cet index-là, il fait un check en plus pour s'assurer que la donnée, elle est unique. Vous avez des index multicolonnes, c'est-à-dire qu'en fait, par rapport à ce que je vous ai montré tout à l'heure, il faut imaginer qu'en fait, il va créer un premier index sur la première colonne, un premier arbre sur la première colonne, dans le concept, et puis au lieu de pointer directement sur les lignes de la table, on va pointer sur le second index, qui donc lui couvre la deuxième colonne et qui va ensuite aller chercher directement, en fait, cette fois-ci, bien dans la table, les lignes où vous avez les deux colonnes indexées pour lesquelles les valeurs sont soit égales, soit comprises ou supérieures, enfin, ça dépend des conditions que vous avez mises.
Vous en avez aussi des index qui sont basés sur des tables de hachage ou des index spéciaux pour le texte, parce que ça, c'est compliqué. Et pour le like, alors, comme tout à l'heure, je vous disais, en fait, le like, vous avez compris, là, je vous ai montré avec les chiffres, hein, on a des 4, etc. Il faut imaginer que si, plutôt qu'avoir des chiffres, vous avez des strings, c'est-à-dire des chaînes de caractères, ce qui va se passer, si vous avez foo, il va peut-être indexer le F, et puis là où j'avais les valeurs tout à l'heure, ensuite, je vais avoir le O, puis après le deuxième O, et etc. Et donc, en fait, si vous allez faire une recherche like FO% ou étoile, et bien, vous avez le début, donc vous allez pouvoir trouver le premier nœud, vous allez pouvoir passer au second, et puis ainsi de suite pour arriver jusqu'au nom. Par exemple, moi, mon prénom c'est Erwin, donc vous pouvez imaginer que c'est E, R, W, voilà, etc. Mais par exemple, si vous mettez % et IN à la fin, ça ne marche pas parce qu'en fait, vous n'avez pas la condition de début. Donc, vous ne savez pas par quoi démarrer. Donc, en fait, il ne va pas utiliser un index. Donc, il y a certains index dits reverse, ou sur des champs de type string, en fait, il va indexer en partant de la fin. Donc, ça nous permet de couvrir les cas où vous avez ER% ou %IN. En fait, vous allez avoir, vous pouvez mettre 2 index sur la même colonne, hein, vous avez le droit. Et du coup, ça va vous permettre de rechercher dans les deux sens. Et si vous avez écrit ER%IN en oubliant le W, par exemple, bah, il va utiliser le début ER pour aller, et ça, de toute façon, ça lui permet de réduire le nombre de lignes, et ça accélère. Vous avez des index triés également qui permettent d'accélérer. Donc là, on rentre dans le dur, hein, c'est-à-dire que là, il faut commencer à se dire, en fait, il faut commencer à bien réfléchir, savoir comment j'utilise vraiment ma base de données, c'est quoi les requêtes les plus courantes, est-ce que j'ai vraiment besoin que ce soit trié, etc. Parce que là, on rentre dans du super spécifique, et ça va vous accélérer des requêtes, mais en fait, ça va peut-être pas vous arranger sur d'autres. Donc là, bon, voilà. Et vous avez aussi des choses de type scalaire, donc des scalaires, donc c'est-à-dire des fonctions. Donc, par exemple, je vous mets un exemple, vous créez un index sur le nom des personnes, qui s'appelle le nom des personnes, là, on, people, sur la table people, et la colonne, là, en fait, là, j'ai carrément concaténé deux colonnes, le first name et le last name, ce qui permet de faire des requêtes, accélérer des requêtes du style select étoile from people, where first name et last name égale John Smith, par exemple. Donc là, en fait, le moteur, il va se rendre compte de ça, il va voir que vous êtes en train de faire une requête en concaténant, puis il se dit, bah, ok, en fait, ça tombe bien, j'ai un index qui est qui est déjà le résultat d'un calcul qui est déjà créé. Et vous allez gagner du temps. Vous allez perdre un peu de temps ici parce que la concaténation, elle va être faite à la volée. Mais par contre, quand vous cherchez ça, c'est assez rapide. Alors, on aurait pu écrire ça autrement et dire where first name égale John et last name égale Smith, et puis mettre un index sur les deux colonnes. Mais bon, c'est plus pour vous donner un exemple de ce qu'on peut faire. Alors, créer des index, mais pas les utiliser dans les requêtes, et mon cher Eric, eh bien non. Tu n'as pas le choix, et je l'explique juste après. Voilà, effectivement, pour faire des uppers, des lowers, des choses comme ça, alors on peut effectivement créer des index ou faire des requêtes pour faire des uppers et des lowers, ce qui permet d'avoir de se passer de problèmes de typo, où c'est écrit monsieur, madame en majuscule, des trucs comme ça, ou des caractères, et puis souvent faire du upper et du minor, ça permet de résoudre effectivement ce genre de problème. Et après, vous avez des index dits cluster ou non-cluster. Alors, non, cluster, ça n'existe pas dans Postgres, ça existe par exemple dans Oracle. En fait, vous avez le droit, en général, c'est impartable. En fait, c'est des index qui sont encore plus poussés, et en fait, ça veut dire qu'en fait, là, non seulement l'index, il est découpé, donc avec comme on l'a vu tout à l'heure, avec un arbre balancé, mais en fait, vous n'avez même pas le pointeur vers la table, vous avez directement la donnée de la table. La donnée de la table, elle est répliquée directement dans l'index. Donc là, c'est hyper rapide. En revanche, évidemment, il y a un coût en disque, etc., en écriture dans l'index, en mise à jour de l'index, hein, parce que quand vous imaginez bien que plus vous avez d'index sur une table, c'est pour ça qu'il ne faut pas en créer trop non plus, parce que plus vous avez d'index par là, si vous allez faire un insert, un update, bah, les index ils sont mis à jour. Donc en fait, si vous avez mis 10 index sur une table, ou 15, ce qui peut arriver si on a une grosse table, bah, à chaque fois que vous allez faire un insert, bah, ça prend un certain temps parce qu'il faut mettre à jour les index. Comment on peut choisir les colonnes? En fait, je pense que je réponds, mais Sofiane, si je ne réponds pas, tu me le redis juste après, et je viens un petit peu juste après. Voilà. Ouais, alors c'est l'usage et la répartition, mais il y a d'autres trucs, voilà. Exactement, donc ça tombe bien, c'est la page d'après. le hasard fait bien les choses. En fait, l'index, est-ce qu'il est toujours utilisé? Eh ben non. Non.
Il n'est pas toujours utilisé. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. Donc, pour faire simple, hein, parce qu'il y a pas mal de trucs, hein, c'est des algos qui sont assez sophistiqués. Hein, là, vaut mieux faire un doctorat en maths pour faire des trucs comme ça. Mais en gros, ce qui est important, c'est les stats et la sélectivité. Et ça, c'est vraiment le plus important. Et en fait, vous pouvez le voir avec des commandes, donc notamment Analyze chez Postgre, Explain aussi. Évidemment, j'ai plus le data number. Ouais. Si, exact, ouais, c'est data number aussi. Mais pour ceux qui ont des enfants, le nain, ça leur parlera. Donc, les stats et la sélectivité. Alors, pourquoi c'est important? C'est le plus important, en fait, c'est parce qu'en fait, pour savoir si l'index va être utilisé, il faut voir quand vous envoyez votre requête à une base. En fait, elle va être décortiquée par le moteur de la base de données et il va essayer de se poser la question de savoir comment il fait, en fait, à partir des instructions SQL que vous lui donnez, pour aller chercher les données. Donc, il va regarder quelles sont les tables, quelles sont les jointures, quelles sont les colonnes que vous voulez, quelles sont les conditions, etc. Et ensuite, il va se poser la question de savoir, en fait, soit vous n'avez pas d'index, et puis il n'y a pas de question à se poser, soit vous avez des index. Et en fait, là, il va essayer de savoir, en fait, s'il devrait l'utiliser ou pas, par rapport à ce que vous avez donné comme condition. Et ce qui est important, c'est le niveau de sélectivité de l'index. Parce qu'il y a une estimation des coûts, il y a des algos qui vont estimer le coût. En fait, pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous allez parcourir, quand vous allez parcourir l'index, ça prend du temps. Donc parfois, parcourir l'index pour aller chercher le résultat dans la table, ça peut être plus long qu'aller chercher directement le résultat dans la table. Et donc, pour faire ça, en fait, pour répondre à cette question, un moteur de base de données, il va estimer le coût, il va se dire, est-ce que c'est plus rapide de passer par l'index ou est-ce que c'est plus rapide finalement de parcourir la table? Alors évidemment, c'est des questions qui se posent quand il y a beaucoup de lignes. Hein. Si vous avez 1000 lignes dans la base, vous n'avez pas besoin d'index, hein. C'est instantané, il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Mais donc cette estimation, elle est faite avec des statistiques. Et donc, en fait, comment ça se passe? En fait, vous allez avoir des statistiques. Le moteur, il va tenir à jour des statistiques sur ce qu'il y a dans la colonne et ce qu'il y a au niveau de l'index pour savoir si en fait ça vaut le coup ou pas. Je vous donne un exemple. Imaginons que vous aviez une table. En fait, le niveau de sélectivité d'index. Imaginons que vous ayez une table où vous avez la population, vous avez la population française. On peut imaginer que globalement, il y a moitié homme, moitié femme. D'accord? Donc, si vous dites, je vais sélectionner toutes les lignes, select étoile from population française, where le genre égale homme, par exemple, ou femme, hein, ou le sexe égale femme, et bien là, vous avez c'est pas très sélectif parce qu'en fait, il y a en gros une ligne sur deux. Donc, en fait, il va se dire, en fait, de toute façon, globalement, c'est une ligne sur deux. Donc, le temps que je parcours l'index pour finalement m'enlever la moitié des lignes, ça ne vaut pas le coup, autant parcourir directement. En revanche, si vous dites peut-être et où le département est égal à la Gironde et où la ville égale je ne sais pas quoi, ben oui, effectivement, là, on va se dire que la sélectivité de l'index, elle est très élevée. Et donc, il va certainement passer par l'index, probablement celui de la ville d'ailleurs, il ne va peut-être même pas passer par celui de la région, etc., parce que ça lui suffit à réduire drastiquement le nombre de lignes. Et donc, le temps de parcours de l'index, ça vaut le coup de passer par là pour ensuite pointer les lignes, versus parcourir directement la table. Donc ça, c'est vraiment le côté sélectivité de l'index. Il y a une corrélation entre l'ordre de l'index et de la table. Alors là, j'ai un petit trou de mémoire sur ce que je voulais vous dire à ce sujet-là, ça va me revenir. Et puis, il y a d'autres choses. Donc, en fait, ça dépend. Vous pouvez avoir plusieurs index. Donc, en fait, parfois, il va en choisir un. Vous allez être surpris, vous allez regarder, vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous avez mis 3 index sur la table. Donc là, je vous disais, par exemple, le genre, le département et la ville. Il va peut-être en utiliser qu'un parce qu'en fait, ça suffit. Parce que parcourir les 2 autres index, par exemple, celui du genre, celui de la région, alors qu'en fait, celui de la ville suffit. Bah, en fait, le moteur, il est assez intelligent pour faire ça, il va utiliser qu'un index. Donc, des fois, tiens, c'est marrant, j'en ai mis 3, il y a 3 index, mais il n'utilise qu'un. En fait, oui, parce qu'il s'est basé sur des statistiques pour dire qu'en fait, c'est plus efficace. Et donc, ça dépend des statistiques. Et en fait, un des premiers trucs qu'on fait quand on a des problèmes de perf, en général, c'est qu'on essaie de mettre à jour les stats. Et donc, ce qui peut vous arrêter. Donc, alors, ça peut être assez compliqué parce que vous avez de taux d'échantillonnage, etc., etc. Il ne parcourt pas forcément toutes les lignes. Donc ça dépend des bases. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais le premier truc, c'est de penser à updater les statistiques. Et donc c'est Analyze qui permet de faire ça chez Postgre. La commande Analyze permet de mettre à jour les statistiques. Donc si un jour vous avez des doutes sur un truc, bah, mettez à jour les stats. Et d'expérience, hein, moi, ça peut diviser par 10 le truc, parce qu'en fait, il a remis à jour les stats. Il se rend compte qu'en fait, vous venez d'insérer, imaginons que vous venez d'insérer massivement en fait, des lignes dans une table, vous venez de doubler le nombre de lignes dans la table. Bah, et peut-être avec des données qui n'ont juste rien à voir, ou qui sont très homogènes, ou au contraire très hétérogènes, bah, les statistiques qu'il avait jusqu'à présent, il ne les a peut-être pas mis à jour tout de suite.
Ça dépend des moteurs de base. Il y en a que enfin, on ne va pas entrer dans le détail, mais c'est pas instantané, c'est à fréquence régulière globalement. Il faut essayer d'avoir ça en tête. Mais en fait, ça change drastiquement la façon d'exécuter et le choix des index ou la façon dont il va exécuter la colonne. Donc, il vaut mieux mettre à jour, après un insert massif, c'est intéressant de faire un update des stats. Voilà. Donc attention au like, hein, je disais tout à l'heure, en fait, avec le pourcent quelque chose ou quelque chose pourcent. Et aussi, si vous faites du multicolonne, par exemple, il faut vraiment que ce soit le N fonctionne bien, mais le OR ne fonctionne pas. Parce qu'en fait, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, en fait, les index sont enchaînés. Donc si vous dites ma colonne A vaut quelque chose et ma colonne B est supérieure à quelque chose, pas de problème. On parcourt le premier index qui est sur le A. Une fois qu'on a trouvé ce qui va bien, on va aller chercher l'équivalent dans le deuxième index qui est sur B. Je sais que tout ce qui est supérieur, je vais bien montrer avec mes lignes. Mais si vous dites c'est OR, bah, ça ne marche pas parce qu'en fait, ils sont en dépendance, les index sur ces deux colonnes. Donc, il va chercher éventuellement ce qu'il y a sur le A. Mais en fait, la colonne B, ça va en faire parce que c'est l'un ou l'autre et ça devient trop compliqué. Donc là, vous avez des chances qu'il parcourt la table en fait. Ou qu'il utilise juste la partie sur A et qu'ensuite, il cherche ça. Alors, l'heure avance. On n'est plus très très loin. Une autre idée qu'il y a sur les performances, en fait, c'est le partitionnement au niveau des tables. L'idée, c'est de dire, vous avez compris, il y a des notions de pages et de fichiers. Et l'idée, c'est de se dire qu'en fait, pour gagner du temps, plutôt d'aller dire pas mal de choses sur le disque, on peut vraiment séparer en fonction de certains critères la table physiquement sur le disque, ce qui évite en fait de parcourir tout. On dit tiens, finalement je parcours que les pages sur ce fichier ou sur ce morceau de fichier là. Donc il faut faire que sur des grandes tables, hein, sinon ça sert à rien. Et le niveau de support, ça dépend des bases de données. L'amélioration ça améliore les perfs quand les lignes qui sont les plus utilisées, autrement dit les plus requêtées, elles se retrouvent bien dans une partition. Ça évite d'avoir un scan complet. Ça évite d'avoir éventuellement des index ou d'être obligé de monter en mémoire les index courants. Et voire même dans certains cas, on peut se passer d'index si le scan couvre un pourcentage important de la partition par rapport à une lecture séquentielle. Ou alors qu'on a un accès plutôt aléatoire en fait dans l'index, puisqu'en fait, on parcourt l'index, on ne sait pas forcément où sont les tables. Et également, ça permet de mettre, alors ça c'est plus au sens sysadmin, des données qui sont peu utilisées sur des disques peut-être de moindre qualité. Donc un truc assez courant, alors je ne sais plus si j'ai donné l'exemple après, voilà. Donc c'est assez possible sur des ranges sans overlap, par exemple 0 à 10 ou 10-20. Donc un truc assez classique que moi j'avais vu dans des banques sur du trading, c'est qu'on va partitionner les tables par année, par exemple. On va dire voilà, tous mes deals de 2018, 2019, 2020, 2021, cette année, ils sont dans des partitions physiques. Parce qu'en général, en fait, on fait une photo finish au 31 décembre et puis après, on fait de l'incrémental. Alors, ça dépend des cas, mais en tout cas, on fait de l'incrémental et finalement, le détail d'avant, ça ne nous intéresse pas tellement. On connaît la valeur du portefeuille au 31 décembre, enfin, au 1er janvier, et puis après, on regarde ce qui se passe depuis. Et donc, à chaque fois, on peut imaginer que dans la requête, on va à chaque fois dire et l'année égale l'année en cours 2021. Donc, en fait, on va parcourir la table ou les index que sur cette partie-là. Et plutôt que de se retrouver avec la question du moteur qui dit il faudra que je parcours toute la table, en fait, il va parcourir juste la partition physique de la table. Et vous pouvez aussi le faire sur une liste de clés-valeurs qui sont à répartir. Vous pouvez très bien faire ça comme ça aussi. Donc, ça va être sur une colonne ou un groupe de colonnes. Hein. Vous pouvez partitionner sur du multicolonne. Exemple, je crée une table, par exemple, donc là typiquement, c'est un exemple, c'est un cas classique, un cas d'école, j'ai envie de dire, c'est la date, donc je vais parcourir cette table, donc c'est une table que je suis pris au hasard, mais qui s'appelle le domaine de mesure, avec sur une ville, la date de log, la température, la température max, la peak temp, et puis éventuellement une idée, et on va partitionner ça sur la date de log. Donc, vous pouvez imaginer que vous avez une sonde de température qui mesure, je ne sais pas, on va dire avec l'IoT maintenant, toutes les secondes, toutes les heures, un truc comme ça. Si vous en avez plein partout en France, style la qualité de l'air dans Air Paris, ben voilà, vous allez peut-être vous intéresser au mois, au cours, des choses comme ça. Vous avez plutôt intérêt à partitionner la table, vous allez gagner du temps. Voilà. Et le dernier point, c'est comment optimiser. Donc, les index, c'est cool. Donc, c'est ce que je disais, c'est génial, je vais en mettre partout. Donc, moi, j'ai fait rendu là, mais c'est génial, on va en mettre partout, on va accélérer les performances. Donc avant de faire ça, il vaut mieux réfléchir un peu et commencer, ou même avant de partitionner mes index de tous les sens, il faut analyser la requête. Donc ça s'appelle, moi j'appelle ça plan d'exécution.
execplan, ça peut porter d'autres noms, mais c'est un truc qui est un peu compliqué, ça demande un peu à apprendre, parce qu'en fait, chaque base a sa propre syntaxe là-dessus. Et l'idée, c'est d'aller, quand on trouve qu'une requête qui est longue, c'est d'aller chercher en fait des choses qui sont les bases de données, s'appellent sequential ou table scan. Regarder éventuellement quels index sont utilisés pour essayer de comprendre en fait pourquoi est-ce que ma requête elle prend du temps. En fait, vous allez regarder, vous allez en fait, ce qui prend du temps, ce qui prend le plus de temps, c'est quand vous parcourez la table en entier, plutôt qu'éventuellement passer par des index. Donc en fait, vous allez prendre votre requête. Donc, je vais vous montrer juste après, mais il y a des façons de faire pour voir quel est le plan d'exécution. C'est-à-dire la base va vous expliquer comment elle va analyser votre requête, vous dire comment elle compte l'exécuter. Et là, vous allez regarder. Si vous vous rendez compte qu'en fait, pour ce critère-là, il fait un parcours séquentiel, ou table scan, ou table read, ou enfin voilà, ça dépend des moteurs de base, mais en fait, c'est l'idée. Il faut se référer à la doc. Hein. Mais vous allez voir ça, et en fait, là, vous vous dites, bah ouais, il est en train de parcourir toute la table, c'est trop long, il faut que j'essaie de faire autrement. Et donc là, vous allez peut-être vous dire, bah, sur cette condition-là, je vais rajouter un index. Voilà. Et après, vous allez regarder, évidemment, vous allez réexécuter l'explication, donc c'est explain en l'occurrence pour Sybase, vous allez refaire un explain d'arcade, vous allez vérifier qu'en fait, il utilise bien maintenant votre index, et vous allez essayer de constater normalement une amélioration des perfs. Après, il faut être vigilant, parce que peut-être qu'en faisant ça, ça va avoir changé d'autres requêtes qui vont peut-être prendre plus de temps. Donc pour analyser la requête, le deuxième truc que je disais tout à l'heure, c'est de checker les stats, surtout pour les tables, comme je vous disais, qui sont beaucoup mises à jour. Et où après de très gros inserts, il faut mettre à jour les statistiques. Donc c'est update statistique en Sybase, c'est analyse en Postgre, et puis chez Oracle, l'autre, ça s'appelle autrement. Quelques exemples visuels. Donc là, on fait un explain select étoile, donc c'est en Postgre 1, from table tank 1, plan. Donc là, on voit séquentiel. Donc, on dit, bah, tiens, il va faire une lecture séquentielle, donc il vous fait une estimation des coûts. Donc là c'est un petit peu de la cartomancie. Hein. Là, faut savoir en fait de quoi on parle, les chiffres. Là, je ne vais pas rentrer dans le détail, je ne suis pas un spécialiste de Postgre en plus. Donc là, il vous dit, bah, de toute façon, il y a 10 000 lignes concernées. Là, ensuite, il vous dit, bah, explique-moi, select étoile, tank 1, where, une condition inférieure à 7000. Donc là, on a toujours ma lecture séquentielle sur tank 1 avec une estimation du coup. Bon, je ne connais pas bien Postgre, donc je ne sais pas à quoi que ça correspond, mais on voit que par exemple, il y a moins de lignes, effectivement, et qu'ensuite, après avoir fait ça, il dit, bah, de toute façon, je vais devoir filtrer. Ensuite, je vais filtrer sur tout ce qui est ancien. Si maintenant, on est sur un truc qui est indexé, donc on fait explain select étoile from tank 1 where unique ID inférieur à 100, query plan, donc le plan d'exécution, query plan, exec plan, ça dépend des bases. Donc là, on voit en fait ce qu'il va dire. Il se rend compte qu'il y a un bitmap. Donc, donc la mémoire, il va faire un scan. Il va voir qu'il y a une centaine de lignes. Hein. Enfin, ça s'est basé sur les stats quand même. Il va faire rechecker, il va checker la condition. Il va se rendre compte qu'il y a un index. Il dit Unix. Donc là, il va se dire, OK, alors en fait, je vais utiliser l'index pour exécuter la requête. Donc c'est là où je vois, je crois que c'était Sofiane tout à l'heure, c'est là où je vais me rendre compte si, dans ce cas-là, je me rends compte qu'il n'utilise pas l'index. Deuxième cas de figure, donc j'ai l'index, et sur cette table, il y est à chaque fois. Donc là, il y a 10 000 lignes dans la base, hein, dans cette table, pardon, dans la table, il y en a 7 000. Passer par l'index, ça va prendre plus de temps en fait que de parcourir l'index pour 7 000 lignes, parce qu'en fait, c'est comme 70% de la table qui est concernée, potentiellement. Enfin, il faut aller checker chacune des lignes. Et là, en fait, on se rend compte qu'en fait, le coût, comme il n'y en a que 100, bah là, on se dit, bah, ça va être beaucoup plus rapide de passer par l'index, parce qu'il n'y a qu'une centaine de lignes concernées, et donc il va faire comme ça. Un autre exemple un petit peu plus costaud, donc explain, analyze. Donc en Postgre, il se trouve que l'explain, c'est juste, il va estimer, donc il va regarder, il va vous dire, voilà, je ferai comme ça. Et si vous faites explain, analyze, il va en plus, sur Postgre, il va l'exécuter vraiment. Donc en fait, vous avez des stats, et là, ça correspond à une exécution réelle. Ce n'est pas juste une estimation faite par le moteur de perf qui dit, ah oui, je vais l'exécuter probablement comme ça. Là, c'est le vrai truc. Donc là, on a une jointure entre les deux tables. On a toujours le unique 1 qui est inférieur à 100, et on a donc une jointure entre les deux tables. Hein, on a la condition, donc unique 2 égale unique 2 dans l'autre table. Et je fais un tri en disant fathers ici, ce qui est dans la table ici. Donc en fait, on commence, on dit tiens, j'ai un tri à faire, il faut que je trie là-dessus. Il me dit que l'algo qu'il va prendre, c'est le quicksort. Il va faire une jointure avec une table de hachage, hein, ce qui permet de pointer en fait ligne par ligne directement l'emplacement. Il dit que la condition, c'est la condition de jointure sur la table, c'est ça.
Il va faire un scan séquentiel au niveau de tank 2, puisque en fait, j'ai probablement pas d'index. Donc, il va parcourir tout ça et il dit, bah, il y a 10 000 lignes. Voilà, j'ai bucket, donc voilà. Et ensuite, là, il va se rendre compte qu'il me dit, mais en fait, comme tout à l'heure, en fait, j'ai mon index sur la colonne unique 1. Donc, en fait, il faut imaginer qu'après, il va le faire dans l'autre sens. Donc, il va prendre tout ce qui est unique 1, il va me dire, en fait, ça me permet d'avoir directement seulement 100 lignes. Seulement 100 lignes. Je sais que j'ai une correspondance en gros one-to-one ou one-to-many. On peut imaginer one-to-one ou one-to-many ici. Donc, en fait, j'ai que 100 lignes candidates ici. Ensuite, donc ça ne me fait pas grand-chose. Je vais aller ensuite chercher chacune des 2 lignes qui correspondent. On aurait pu imaginer que s'il n'y avait pas un index, s'il n'y avait pas d'index sur la première table, il va évidemment pas parcourir les 7000 lignes pour essayer de trouver celles qui vont en face. Il va à ce qui est le plus discriminant tout de suite. Donc là, il sait qu'il y a un index. Donc ça lui permet de restreindre très vite le nombre de lignes. Ensuite, il va passer par une table de hachage qui lui permet de trouver le mapping entre les lignes correspondantes. Et puis après, il va faire le tri à la fin. Voilà. Donc, on remonte comme ça. Voilà, ça, c'est vraiment bien l'idée. Donc, je vois qu'il est déjà 20 h. Je suis bavard. Je ne suis pas spécialement passionné par ce sujet, pas du tout. Mais voilà, je vais passer assez rapidement sur les opérations bulk pour laisser un tout petit peu de temps pour les questions. Donc voilà. Donc, les index intéressants, c'est un peu un art. Donc, il faut s'initier, il faut regarder. C'est pas forcément si compliqué que ça. On peut, avec quelques analyses, comme on vient de le voir, on peut assez facilement poser quelques index au bon endroit et gagner vraiment beaucoup de temps sans non plus faire des trucs très très compliqués. Voilà. Alors, les opérations bulk, ça marche avec l'update, delete, etc. L'idée, c'est on peut faire des bulk inserts. Donc, peut-être que vous le savez déjà, mais ça permet d'optimiser l'utilisation de la connexion et envoyer plusieurs commandes une fois. Donc, le truc qu'il ne faut pas faire, c'est faire une boucle for dans le code et puis envoyer un insert. Donc, à chaque fois, je retope une connexion, je me reconnecte à la base, je fais le même insert, je reviens, j'ai une transaction à chaque fois, je refais des allers-retours comme ça. C'est vraiment pas du tout efficace. Il faut vraiment éviter ça. Donc, il y a plusieurs façons de faire. Donc, soit vous regroupez vos inserted tout en séparant avec le point virgule, vous en mettez 100, etc. Vous montez ça, par exemple, dans un string buffer, vous allez les concaténer, puis quand vous estimez que vous en avez assez, alors ça, c'est un peu à doser, vous dites, tiens, je vais les envoyer par paquet de 100, par paquet de 1000, je sais pas. Mais c'est valable pour toute commande SQL, ça peut être du delay, ça peut être du update. Vous allez les regrouper, vous allez les envoyer une fois. Et dans certaines, ou utiliser directement les fonctions de la base de données. Donc, typiquement, par exemple, Postgre, vous avez cette syntaxe, insert into les films, donc avec les colonnes, les valeurs, et puis vous pouvez enchaîner différentes séries de valeurs en les séparant par des virgules, par exemple. C'est possible dans d'autres bases, ça dépend des bases, mais l'idée, c'est de se dire, en fait, je vais envoyer toutes les requêtes par paquet. Voilà. Ce qui est beaucoup plus efficace, vous allez gagner un temps fou plutôt que de faire des allers-retours comme ça. Voilà. Et ensuite, il y a un truc qui est assez intéressant, c'est le BCP. Donc, ça s'appelle BCP chez Sybase ou SQL Server. Ça s'appelle copy dans Postgre. Je ne connais pas le nom sous Oracle, mais chaque base a le même principe. L'idée, c'est de partir d'un fichier, type CSV par exemple, pour écrire directement dans les tables, directement dans les fichiers qui sont sur le disque. En fait, plutôt que de passer par le moteur. Donc, on va consulter tout un tas d'étapes et donc on va gagner du temps. Et on va écrire directement dans les pages, en passant quand même par le moteur de la base de données. Donc, il y a un certain nombre de checks et c'est beaucoup plus rapide que d'envoyer les inserts. Donc, vous allez envoyer votre fichier, ou peut-être vous allez même l'écrire directement là où ça vous intéresse. Et vous allez écrire directement dans le file system et c'est beaucoup plus rapide. Alors, ce qu'on fait assez souvent, c'est que pour éviter de potentiellement avoir des problèmes, je le dis comme ça, dans la base, on passe par une table tempo, on insère les données massivement, et puis après, à partir de ça, on peut refaire un insert en faisant un certain nombre de contrôles pour éviter d'avoir des problèmes ou gérer une transaction. Voilà. Ce qui est intéressant avec le BCP, c'est que ça marche en in et en out, donc ça marche pour injecter des données, mais ça marche aussi pour en extraire. Vous avez en général pas mal d'options dans ces commandes. Donc, pour préciser notamment les headers, si le délimiteur c'est point virgule, virgule, table ou je sais pas quoi, un certain nombre de choses, vous verrez les commandes, elles sont assez complètes. Le seul truc, c'est que pour faire ça, il y a deux façons de faire. Soit il faut avoir un accès à la machine, c'est bulk copy, soit vous pouvez le faire également directement via du code, via du stream. En fait, certaines bases, notamment SQL Server par exemple, vous permettent de le faire. Vous pouvez ouvrir un pipe en fait directement et faire du BCP en remote. C'est possible. Voilà. Là après c'est un petit peu compliqué.
Et puis c'est du dev, quoi. Donc voilà, juste pour vous donner un exemple, sous SQL Server, pardon, sur Postgre, pour faire un copy, donc compris, donc là je vais extraire, enfin je vais sortir en fait tout ce qu'il y a dans la table country, donc je vais le sortir sur la sortie standard, en séparant ce qu'il y a dans chacune des colonnes par un pipe. Voilà. Là, je vais essayer de copier, donc c'est tiré de la doc Postgre, ça, hein. Je vais copier les données, insérer, en fait, je vais copier les données depuis un fichier directement dans la table country. Donc, je vais lui dire, copie dans la table from, voilà où se trouve le fichier. Où je vais écrire aussi dans un fichier le résultat d'une requête. Donc, ça me permet de sortir une requête. Donc, ça, c'est pas mal pour faire des extracts un peu costauds de base en gagnant du temps, si vous avez la possibilité d'avoir accès à la machine, par exemple. Et parfois en remote, notamment, je l'ai fait, hein, donc je sais est-ce que le serveur c'est possible, c'est certainement possible avec d'autres bases. Donc là, je vais faire un copie, je lui file carrément une requête, voilà, et je lui dis, tu me mets ça dans tel fichier. Voilà. Donc ça permet de faire un extrait, ça peut être pratique pour faire des backups, par exemple, des trucs comme ça, ou aussi, nous, on l'avait utilisé aussi pour, par exemple, faire de la réplication entre des bases de Mongo, des bases de prod, pour extraire une partie, ou en fonction d'un certain nombre de critères, parce que vous n'avez peut-être pas envie de copier. Voilà. Et puis, voilà, vous pouvez aussi directement, dans certaines bases, compresser directement. Enfin, voilà, il y a pas mal de choses. Il y a pas mal de choses. Voilà. Et après, quand vous savez faire du bulk, vous avez la même force que Hulk. Alors, essayez de ne pas tenir tout vert, mais voilà. Voilà, après, on va prendre peut-être des questions si vous en avez. Effectivement, alors est-ce qu'on entend souvent parler de base, NoSQL, enfin, il y a le NoSQL, etc. Donc, ce que j'ai envie de dire, parce que l'heure est assez avancée. En fait, sur les bases de données, ouais, est-ce que les bases sont encore dans le coup par rapport à du NoSQL ou des trucs comme ça? Il faut voir qu'en fait, tous ces principes-là, en fait, la plupart, ils sont valables ou ils s'appliquent à peu près de la même façon, même dans les bases NoSQL, hein, parce que les principes d'indexation, les principes de partitionnement, les principes de requêtes sophistiquées, etc., vous allez retrouver ça dans du Mongo, des choses comme ça. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, même si ça a beaucoup progressé, probable, alors après ça c'est un débat, donc je ne veux pas rentrer en débat, mais je pense qu'il y a des bases de données, ça fait très longtemps que ça existe, donc je pense qu'en matière de puissance, de finesse de requêtage, ça reste plus sophistiqué aujourd'hui sur les bases type SQL. J'ai aucun doute sur le fait qu'encore dans quelques années, les bases NoSQL auront rattrapé tout ça, mais aujourd'hui je pense qu'on est encore là-dessus. Il faut savoir qu'évidemment, plus on paye, plus on a de services, hein, c'est comme rouler en Dodoche ou en Porsche, hein, plus vous payez, plus vous avez un truc costaud, puissant, plus vous allez pouvoir faire un certain nombre de choses. Marocco, c'est quand même d'éviter de mettre trop de logique et surtout fonctionnelle en base de données. En fait, je trouve que cette puissance, moi, de requête, elle est très intéressante, mais il faut se limiter à des opérations ensemblistes, des selects, des trucs. Utiliser cette puissance, cette finesse de requêtage dans vos requêtes, il faut garder ça probablement plutôt côté code avec des requêtes paramétrées pour éviter d'avoir des trucs stockés en dur, donc type procstock, des choses comme ça. Enfin, c'est utile, hein, mais c'est vrai que c'est compliqué à débugger, etc. Je pense que souvent, on utilise aussi des mappeurs objets relationnels, type Hibernate, etc. Et eux, en soi, ce qu'ils font, ces frameworks-là, c'est qu'ils construisent en fait la requête pour vous. Et donc, quand des fois, vous voulez gagner ou faire des choses un petit peu différemment, il ne faut pas hésiter en fait à expliciter la requête que vous voulez. Dire en fait, voilà, moi, je vais sélectionner les données et je t'impose la requête, on va faire comme ça parce que moi, j'estime que c'est plus efficace, quoi. Voilà. Et après, voilà, il y a un débat évidemment entre les données non structurées versus non structurées. Voilà. Ça, moi, je suis un peu sans avis sur la question. Est-ce que le côté relationnel et le côté données très structurées en base de données, est-ce que c'est un avantage ou pas versus du NoSQL, par exemple, où on peut mettre du JSON directement. Voilà. Ça, c'est à voir, quoi. Voilà. Alors, je pourrais parler des heures, mais effectivement, ça fait déjà un moment qu'on est ensemble. Voilà, est-ce que vous avez peut-être quelques questions ou des points, ou peut-être que il y a des points qui vous intéressent et que vous avez envie qu'un jour on refasse un meet-up plus sur ces questions-là de manière plus détaillée. Vous me dites. On a dit pas mal de choses, on a survolé pas mal de choses.
Voilà. Bah, écoutez, s'il y a pas de questions, si, ouais, chat. Voilà, effectivement, ouais, merci Christophe. Effectivement, c'était un peu l'idée de ça, c'est que bon, il y a des choses peut-être plus pour les perfs, plus pour les gens du dev, et des choses plus pour le type de requête. Euh, Moi, j'ai fait plusieurs jobs dans ma vie, hein. Je fais du billet, du MOA et puis du dev aussi, etc. Et il y a des choses qui sont assez intéressantes, le Lewis, les overpartition by, etc. Ça, c'est des trucs qui permettent de faire des choses qui sont vraiment pas mal, qui sont des alternatives. C'est à creuser évidemment, mais on peut faire pas mal de choses. Voilà. Donc, c'était plus sur une session de découverte, hein, où on peut. Voilà. Ouais, pour une prochaine fois, effectivement, Sofiane, oui, on peut faire une étude de cas réel. En fait, il faudrait préciser sur quel sujet. Si c'est sur les perfs ou sur un exemple, on pourrait organiser ça. Euh, pas de... Les perfs, ouais, ok. Ouais, effectivement, bah, je retiens, on pourra essayer de faire un autre meet-up. Alors, on alterne les sujets, hein, donc ça ne sera pas tout de suite, mais on se met dans un coin de la tête chez Nov, et puis on essaiera de regarder pour les perfs, pour regarder des cas un peu plus proches de la réalité, où voilà, on partirait un peu faire quelques use cases en disant, voilà, je constate que je mets 10 secondes sur une requête, et comment je vais faire comment je m'y prends sur une table un peu complexe. Ouais, ok, c'est noté. Ok. Bah, écoutez, voilà, un dernier message, je vois qu'ils sont en train de taper dans le chat. Ok, bah merci pour votre intérêt. Vous retrouverez de toute façon tout ça sur Livestorm, vous aurez le replay, voilà. Et puis vous pourrez regarder tout ça. Et puis bah, si vous avez envie d'en parler à l'occasion, ce sera avec le plus grand plaisir. Euh, Bien sûr. Et puis parce qu'on est là, on fait tous partie de la même boîte, hein. Voilà. Ah, il y a une question d'Eric. Ouais, j'ai répondu tout à l'heure, Cédric. C'était donner la base. Il n'y a pas de souci. Je vous donnerai les tables, etc. Et toutes les requêtes, éventuellement, je vous remettrai ça à côté. Ouais. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne soirée. Et puis, ben, je vous dis à très vite. Voilà, au revoir.